Bonjour à tous, bienvenue pour le podcast numéro 8. Première partie, mes sens en alerte. Deuxième partie, les relations, est-ce que tu cherches la fusion ou la liberté? Et troisième partie, objets et énergie, mythe ou réalité. Commençons avec la première partie. Alors, mes sens en alerte. Une première question. Une odeur, un goût, une texture, un son, une lumière qui t'a marqué récemment. Bon, allons-y gaiement. Je me suis réveillée à quoi? Il y a 1h30, 2h. Et je me suis extirpée d'un rêve, ou en tout cas on m'a extirpée d'un rêve, où j'étais avec une personne. J'étais proche d'une personne. D'un point de vue, on va dire, réconfort, voilà. J'étais à côté d'une personne qui était allongée sur un lit, enfin c'était pas vraiment un lit, mais qui était un peu malheureuse, on va dire, qui dormait mais qui était un peu malheureuse, et j'étais à côté de cette personne-là. Une personne que je connais en vrai. Et je ne sais pas comment, mais j'ai senti son odeur. À un moment donné, il y avait vraiment une odeur forte, enfin forte. J'ai vraiment senti une odeur, donc c'est assez rare, je trouve, dans les rêves. Et c'était une odeur assez agréable, mais qui, là, quand je suis réveillée, je me dis, bah non, ça, je pense pas qu'il ait cette odeur-là. Mais c'était une odeur un peu d'une personne que je connais. Tu vois, c'est le genre d'odeur où tu te dis, je crois qu'il y a eu un parfum comme ça il y a récemment, qui s'appelait quelqu'un de perdu, enfin en anglais. Et en gros, c'était l'odeur de quelqu'un, ça te rappelait l'odeur de quelqu'un, une odeur typique qui te faisait penser à quelqu'un, voilà. Et c'était assez général. Bon, je sais pas si c'est réel ou pas, je sais pas si j'ai jamais acheté de parfum. Mais en gros, c'est un peu cette idée-là, c'était une odeur de quelqu'un que je connais. Et pourtant, je sais que ce n'est pas cette personne-là que je vois, mais bon, peu importe. Donc voilà, donc c'était une odeur très particulière. Une odeur de corps, hein, très clairement, une odeur de corps. Est-ce que j'ai eu un autre sens qui a été marqué récemment? Un goût? Bah, quand je mange fréquemment, hein, c'est très très fréquent. Quand je mange le goût, là récemment, bon, c'est du boudin noir. Avec des légumes et ma petite sauce, mais c'est pareil, là je vais me faire des pâtes napo, je sais que ça va être pareil. Quand je mange de la pizza avec une salade à côté, quand je mange des desserts, on était au restaurant il y a pas si longtemps. Et oui, voilà. Et il y a eu un buffet, pas asiatique, enfin si c'est un buffet asiatique, mais en fait ils ont mis plein de trucs différents dedans. Et il y avait par exemple de la langue de bœuf, il y avait de la viande qu'on pouvait faire griller, mais pas comme un wok, c'était plus un grill. En gros, c'est le chalet du steak. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu 2 rangées entières de meubles, en gros, remplis de sushi maki, et de l'autre côté de maki et de California Rolls, en gros, et de l'autre côté de sushi. Il y en avait tellement de différents, et je crois que j'ai quasiment pris un de chaque. Et j'ai dégusté vraiment l'un après l'autre, et j'étais très très contente. Donc oui, mais en fait, mes sens en alerte, c'est très souvent le cas. Odeur, pas très souvent. Sauf quand je sens vraiment l'odeur particulière. Souvent, en ce moment, c'est par exemple les feux de cheminée dans la rue. Il fait un peu froid et des fois, je passe devant une maison et je sens une sorte de feu de cheminée ou comme un four à pizza, vous voyez. Et j'adore, j'adore. Ça me fait vraiment penser à Noël et aux fêtes de fin d'année. Sinon, évidemment, le fameux, des fois, on se balade, on va en course, par exemple, et tu passes devant une maison ou un appartement avec une fenêtre ouverte et là, tu sens d'un coup une odeur de nourriture. Oh là là, ça aussi, j'adore. Quand j'étais plus jeune, on sentait les odeurs de la cantine, j'adorais aussi. Alors pas trop quand j'étais dans la cantine, étonnamment, mais de l'extérieur avant de rentrer dans la cantine. Donc on est en pause, on sait qu'on va manger, on a faim, et il y a une bonne odeur de sauce toute faite, hein, certes, mais ça fait du bien. Donc les odeurs, je les ai souvent, enfin souvent, assez rarement, mais je pense que ouais, assez rarement en vrai. Goût, c'est très souvent, tous les jours. Tous les jours, je suis contente au moins d'un truc que je mange. Ça, c'est sûr et certain. Et vraiment, je profite de ce goût-là. Texture, c'est un peu moins fréquent. Pour ça, il faut que j'arrive à vraiment me poser, respirer lentement et être vraiment aware. Conscientiser à fond
ce que je suis en train de faire et le faire dans la lenteur. Un peu comme quand vous êtes l'acteur de votre vie et que vous voyez un peu la troisième personne. Ou que vous filmiez tout simplement. Vous filmez par exemple pour monter un réel Instagram ou un truc TikTok, ou une vidéo TikTok. Et en fait, vous allez faire des gestes plus lents, vous allez faire attention au son, au bruit que vous faites, voilà. Et là, dans ce cas-là, effectivement, la texture, je prends vraiment en compte chaque chose que je prends en main, que je coupe. Donc ça peut arriver, mais c'est assez rare. Les sons, très souvent, j'ai envie de dire, c'est la musique. Mais en général, la musique... Après aussi de manière négative, les sons. Vraiment, les motos, les voitures qui font du bruit, les gens qui gueulent des fois un peu dehors. Même si c'est pour plaisanter avec un ami, des fois, j'ai une sorte de violence dans la voix, dans l'intonation, qui fait que ça me surprend. Voilà, je suis assez sensible au son. Et bon, la lumière, de manière générale, c'est dès qu'il fait un peu sombre, j'allume systématiquement des lumières de chevet, donc jaune et tamisées, pour donner une ambiance, parce que j'adore ça. Donc pareil, je fais en sorte de me mettre bien. Je pourrais ne pas manger des choses que j'aime vraiment, je pourrais allumer juste ma lumière blanche de mon plafonnier, je pourrais écouter de la musique sans vraiment profiter de chaque son et faire une petite pause quand il y a une musique qui m'amuse. Je pourrais sentir des odeurs et me dire oui bof, tu vois. En fait, on a le choix. Quand je dis qu'on a le choix de la réaction, c'est même pour ça. Hein. On peut choisir de se poser et de profiter à fond de l'odeur ou de la texture ou de la lumière qu'on crée. On peut choisir de manger telle ou telle chose, d'avoir tel ou tel goût. Donc voilà, le choix c'est autant dans choisir quelque chose, donc choisir sa vie quelque part, que dans le choix de sa réaction. Prendre le temps de faire quelque chose au lieu d'aller vite. Pour concrétiser un peu l'exemple, enfin ce que j'ai en train de dire, pardon, prenez un exemple, vous êtes devant un stand, où en fait on vous marchez avec une amie ou un ami dans un centre commercial, ou une gare pour aller prendre un train, vous avez un petit peu de temps, peut-être pas 5 minutes, mais 10-15 minutes devant vous. Vous avez l'habitude par exemple d'attendre sur le quai, ok, votre train. Je parle d'un train Île-de-France, hein, pas un vrai train avec des bagages et tout, parce que sinon même 15 minutes avant, autant directement aller au train, quoi. Bref, et donc là, vous discutez avec votre pote, ok, et là, votre pote vous dit, moi, lol, vous dit, ah tiens, ça fait un moment que je voulais goûter les cookies qui se trouvent là, dans le petit stand à côté, 2 secondes, je vais en chercher un, ils sont trop bons et tout, puis du coup j'explique, regarde, il y a des cookies au matcha, et des cookies au chocolat, des cookies au caramel, oh, c'est trop bien, je vais pouvoir en goûter un, et si j'aime bien, je vais pouvoir tout goûter à terme, petit à petit, ça va être trop bien. Et je vais me prendre un cookie, donc je vais prendre le temps de choisir, de regarder, de demander pourquoi pas à la vendeuse si besoin. Tu vois, déjà je sens déjà le goût à l'avance, je suis déjà contente de pouvoir m'en acheter un et de pouvoir le déguster. Donc déjà je choisis de sortir de ma, entre guillemets, de zone de confort, de ma routine, d'être alerte, et de faire quelque chose de différent. Quelque chose que j'ai envie de faire depuis un moment, ou juste une envie qui surgit. De me faire plaisir finalement. Donc là c'est le premier choix. Déjà de faire attention à la pensée qui arrive, de l'accepter et d'agir en fonction de cette pensée-là. Ensuite, le second choix, c'est quand j'ai mon cookie dans les mains, de soit le manger et de parler en même temps. Bon, je vais peut-être pas faire gaffe quand je le mange. Soit de me dire, j'ai vraiment envie de le déguster et d'en profiter un max. Du coup, là, je sais que je discutais avec mon pote, donc je vais le garder avec moi et je le mangerai plus tard, quand je serai toute seule pour vraiment profiter toute seule, tu vois. Pour avoir 100% de ma conscience dessus. Troisième choix, ça peut être de discuter et de faire attention à ce que l'autre personne dit. Quand on discute, je fais attention, ok, je mâche lentement, ok, voire je croquerai pas du tout dans mon cookie. Et quand il y a un moment des fois un petit peu de pause, légèrement de respiration, ou alors on observe les gens par exemple, quand on attend le train, là je me prends une bouchée, pour bien profiter. Tu vois, et en même temps je peux lui parler du cookie, du coup, le goût, échanger avec lui si on a pris un aussi, voilà. Donc, vous voyez les choix que vous avez, et vous pouvez totalement vous dire ah ouais tiens un cookie vas-y je vais le prendre et le manger, et en fait vous avez agi à peu près correctement, vous avez fait les bons choix parce que votre corps voulait ça, mais vous n'avez pas été totalement dans la réception, vous étiez dans l'action et pas dans la réception, dans le yang mais pas dans le yin, tu vois. Et inversement, vous pouvez être dans le yin mais pas dans le yang, donc dans la réception mais pas dans l'action. Vous pouvez vous dire ah ouais j'adorerais un cookie, j'avoue là, mais ne pas l'acheter parce que oui off l'argent, ou alors oui off je vais grossir, ou alors ouais en vrai parce que vraiment je veux un cookie, alors donc clairement vous en aviez eu vraiment envie, tu vois.
Et vous êtes habitué peut-être à vous dire oui, non, en vrai, pourquoi pas, peut-être, non, je vais peut-être éviter, vas-y, non, je vais pas l'acheter, voilà. Donc là, vous êtes dans la réception, vous avez conscience de vos envies, vous y réfléchissez, mais vous êtes dans une forme de passivité, vous ne passez pas à l'action. Voilà. Je suis partie en philosophie, là, alors que c'était une question à la con. Voilà. Deuxième question. Comment ton corps et tes sensations réagissent? Je souris. Quand il y a quelque chose qui me plaît et que je prends le temps de bien réceptionner, je souris. J'ai les yeux qui pétillent. Je dis souvent ça, mais c'est ça. J'ai les yeux qui pétillent. J'ai les yeux qui brillent, en gros. Et je sais que si je reste trop dans la réception, je vais pas agir. Donc, naturellement, je laisse mon corps aussi libre de ses mouvements. Je laisse mon envie un peu enfantine aussi vraiment exploser. Et je la laisse vivre, en fait. À tout moment, je peux lui dire stop, non, on va pas aller jusque là, tu vois. Et c'est un peu comme si vous laissiez votre chien à la droite à gauche, vous avez la laisse, mais vous laissez beaucoup de mou. Et vous savez qu'à tout moment, vous pouvez un peu tirer sur la laisse pour dire non, là c'est trop. Mais vous le laissez vivre en fait. Vous n'allez pas le garder à côté de vous en mode non, non, attends, d'abord faut que je réfléchisse, est-ce que tu peux y aller, oui, non, peut-être, non. Ça vous le faites quand c'est une zone en danger. Quand c'est une zone rare où il y a du danger, mais pas tout le temps. Ah, et donc les sensations, c'est de la réception. La réception et le corps, c'est de l'action. Il faut jongler entre les deux. Sentir ces sensations, les ressentir, les comprendre, et laisser votre corps agir. Troisième point, y a-t-il un petit détail sensoriel qui te fait sourire ou frissonner à coup sûr? Alors, y a-t-il un petit détail sensoriel qui te fait sourire ou frissonner à coup sûr? Quand je vais le dire, quand je me connecte à H, ça c'est sûr. Connexion, on va dire, à distance, d'âme à âme. Voilà. En gros, si vous voulez, pour être plus traditionnel, c'est un peu comme quand des fois vous savez qu'il y a une personne, si vous pensez à elle, vous allez vous sentir bien, vous allez sourire. Ça peut être un animal de compagnie, quelqu'un de votre entourage, un défunt, voilà. Un personnage de jeu vidéo, ou de jeu de société, ou de livre, pourquoi pas. Sauf que là, j'ai aussi la réception, c'est qu'en fait j'envoie ça, quand je pense à la personne, par exemple, je l'envoie, ma pensée, et je réceptionne aussi sa pensée. En gros, c'est une connexion. Alors, c'est pas juste comme si c'était un appel. Il y a eu appel et il y a eu téléphone décroché. Mais sinon, donc de manière plus tradie pour moi, un truc qui me fait frissonner ou sourire à coup sûr, si j'ai un minimum faim ou qu'en tout cas je ne viens pas de sortir de table, hein, le fait de me dire que je vais pouvoir me faire un beignet, une crêpe, sortir m'acheter un yaourt, enfin voilà. Le fait de m'autoriser une sucrerie, une gourmandise. Pour encore parler de nourriture, quand par exemple on s'est acheté quelque chose une pizza, quand j'achète une pizza par exemple, ou des desserts, ok, et que j'ai pas assez faim pour tout manger d'un coup, donc je vais garder le reste au frigo, j'oublie le soir et tout, et le lendemain je me dis ah oui c'est vrai j'ai ça, tu vois, je commence à me dire bon je vais manger mes légumes comme d'hab, et je me dis ah non c'est vrai j'ai ça, et là tout de suite pouf grand sourire, excitation, comme si j'avais reçu un cadeau ou une surprise. Aussi, c'est encore de la nourriture, hein. Vraiment je suis axée nourriture. Quand je suis invitée chez quelqu'un, je sais qu'on va manger, mais je sais pas encore quoi, ou je sais pas à peu près quoi, et que je suis trop contente de voir les choses arriver sur la table. Des choses que je ne connais pas, ou en tout cas, même si je les connais, c'est une manière de faire que je ne connais pas. Si par exemple c'est un gratin de pommes de terre, ok je connais le gratin de pommes de terre, mais il y a mille et une façons de le faire. Donc pareil, très contente de voir les choses arriver sur la table, des chips, des gâteaux, de la nourriture. Boisson, beaucoup moins par contre. Ça peut être marrant, mais moi c'est vraiment la nourriture. Les musiques, mais ça c'est pareil, c'est par rapport à une connexion. Il y a des chansons qui me font sourire, pas systématiquement, mais quand je sens qu'il y a un guide
ou une personne qui est liée à cette chanson et qui est là dans les parages, et qui limite c'est un message qu'elle m'envoie, ça me fait aussi réagir bien plus fortement que si j'écoute la chanson sans ça. Je peux m'amuser en écoutant une chanson, très clairement, je m'amuse, je souris, je rigole et tout, mais il y a un truc en plus, il y a vraiment une densité en plus quand il y a, on va dire, un être dans les parages. Voilà. Partie 2. Les relations. Est-ce que tu cherches la fusion ou la liberté? Donc là, il y a 4 questions. Première question, dans tes relations, est-ce que tu préfères la proximité ou l'indépendance? Je vais dire, ça dépend des relations. Globalement, je préfère l'indépendance. Vraiment. Que ce soit familial, je suis assez indépendante. Enfin, je peux dépendre. J'ai pas mal dépendu par le passé de telle ou telle personne, d'un parent, voilà, pour faire les choses. Mais en fait, j'aime l'indépendance. J'aime vraiment l'indépendance et l'autonomie. Et du coup, dans la famille, enfin, naturellement, je suis pas très câlin, je suis pas très mot d'amour, je suis pas très expression d'amour par vraiment l'affection. Je vais plus avoir des attentions, je vais plus écouter, donner des conseils aux besoins, être une présence, ça c'est sûr. Si j'estime que, en fait, si j'ai envie aussi, hein, voilà. Mais sinon, en gros, je suis pas du tout du signe du cancer, quoi. J'ai mon nœud sud et tout, bref, peu importe. Mais je suis pas du tout un gros signe de cancer ou un gros signe de poisson, hein, vraiment, c'est pas trop ça. Donc je préfère l'indépendance, mais j'aime... En fait, c'est par à-coups. En gros, vous me voyez pas, ou très peu, et d'un coup, je vais venir et faire «Ah, trop bien et tout, est-ce qu'on ferait pas ça?» Et c'est comme si on s'était jamais arrêté de parler, quoi. Ça, j'avoue que je le fais assez souvent avec notamment des amis de longue date, avec qui j'ai pas parlé depuis des années, même d'ailleurs des gens... Il y a des gens sur Discord récemment. Et quand je leur reparle, et pourtant je me force, parce que c'est par rapport à une quête, bref, peu importe. Mais même quand je me force, pour des raisons X ou Y, j'ai un peu de gêne, mais très peu. En vrai, assez peu, et très vite, je suis à nouveau comme j'étais avant, enfin... Je suis expressive. Donc en fait, je me renferme pas, c'est juste que je me repose, je vais dans ma grotte, parce que j'aime être dans ma grotte. Et quand faut sortir pour aller voir des gens, ou quand on m'invite, ou quand je me dis «Ah tiens, j'avoue, ça fait longtemps que je lui ai pas parlé, j'ai envie de lui parler pour lui dire un truc spécifique, tu vois, je vais pas lui parler pour dire alors ça va?» Ou alors c'est parce que j'ai vraiment pensé à elle, pour une raison précise. Vraiment, c'est comme si on s'était parlé hier, ou il y a une semaine max, quoi. Donc c'est une forme d'indépendance, mais pas une faiblesse. Pour moi, c'est pas une faiblesse. C'est pas un point négatif du tout, c'est pas un défaut. Voilà. Ça peut être un défaut pour des gens, ça peut être une forme d'illusion d'aimer l'indépendance alors qu'en fait tu veux de la proximité. Mais en gros, ma proximité, c'est de ne plus avoir de barrière avec ces personnes-là. Je n'ai pas de barrière avec ces personnes-là, ou très peu. Les barrières ne se montent pas. Quand tu mets une barrière, au fur et à mesure, tu dis ça fait au moins 2 ans que je vais pas parler, ça va être dur, comment je peux revenir, comment est-ce que je vais lui dire, j'ose pas, nanana. En fait, là, c'est pas bon. Là, ça veut dire que t'es pas naturellement comme ça. Il faut que tu défonces ta barrière, en fait, que t'as érigée, parce que pas condition sociale, mais comment on dit, règle sociale qui dit que si ça fait au moins 3 ans que tu lui as pas parlé, il a changé, t'as changé, vous êtes peut-être des inconnus pour vous l'un l'autre, on s'en fout, en vrai. On s'en fout. Enfin, moi, c'est mon avis. Donc, je suis plutôt indépendante, et par contre, en revanche, dans mes relations amoureuses, j'ai une forme d'indépendance, de liberté, où j'ai conscience aussi que l'autre a besoin de son coin, de son endroit tout seul, enfin au moins de temps en temps, de son bureau, ou voilà. J'ai conscience que, je dis ça, mais peut-être que c'est juste peut-être que j'impose ma valeur et mes besoins à l'autre, c'est possible. Mais en fait, moi, en gros, de mon côté, je parlais que pour moi. Moi, de mon côté, je pourrais pas vivre H24 avec une autre personne. J'ai au moins besoin de temps en temps, soit d'être seule, d'aller faire mon sport seule, par exemple, même si c'est 1 heure ou 2, ça me suffit largement. Soit d'avoir mon espace, mon bureau, ma pièce. Voilà. En revanche, je peux quand même rester longtemps avec quelqu'un en fusion. Enfin, j'ai eu des relations amoureuses des relations de couple, où vraiment on était dans la même pièce. C'était pas un studio, mais en gros on avait une pièce commune,
Il y avait une salle de bain et une cuisine, petite. Donc on était tout le temps dans le salon, en gros, qui faisait aussi chambre. Et on a vécu combien de temps là-dedans? Il travaillait pas et moi non plus, on a vécu quasiment 1 an. Et on venait de se rencontrer. Donc, et il y a eu peut-être une micro-dispute à un moment donné. Voilà, c'est tout. Donc vraiment, quand je me sens bien avec l'autre, j'ai pas de problème. Je peux totalement rester en fusion pendant des mois et des mois et des mois. Et ça nous empêchait pas de sortir, de voir d'autres gens, même si c'était un peu compliqué, mais c'est juste je suis facile à vivre, voilà, je vais dire ça plutôt. Je m'estime en tout cas être facile à vivre. Pour les gens qui sont tranquilles et qui n'ont pas trop de faiblesse en eux ou de manque qui font qu'ils vont vouloir bouger absolument sinon ils vont péter un câble ou que je fais un truc mal et pareil ils vont péter un câble. Non, voilà. Il faut être ouvert d'esprit et sinon dans ce cas-là je peux totalement vivre facilement avec très très proche d'une personne. Mais c'est vraiment mon conjoint. C'est pas trop les amis, c'est vraiment mon conjoint. Ça a été aussi le cas pendant, je dirais, au moins 1 an avec une autre personne. Pareil, il y avait la cuisine, le jardin, la chambre et le salon, mais on était tous deux dans le salon. Et pareil, on a vécu 2 ans ensemble, mais au moins 1 an dans cette maison où ni l'un ni l'autre travaillait, et auparavant 1 an où moi je travaillais et l'autre non. Et c'était pas top là, tu vois. C'était pas top parce que vu que je bossais, j'avais une forme de frustration de le voir, lui il peut encore dormir alors que moi non, le matin. Lui il a du temps alors que moi non quand je rentre. Et pourtant il faisait des choses pour le coup, c'est même pas un problème de déséquilibre de tâches ménagères par exemple, au contraire. Je rentrais, il avait passé la spi et tout, j'étais en mode bah nickel, enfin genre trop bien. Mais en fait, je voulais de l'indépendance. Au travail aussi, j'ai besoin d'indépendance et d'autonomie. Même en entreprise, j'ai bossé 1 an et demi en entreprise, hors alternance et tout. Hein. Et au début, bah évidemment, je me raccroche un peu à mes collègues en mode voilà, je suis la petite nouvelle. Et quand je commence à prendre un petit peu mes marques, ah bah là, je fais du tri, je nettoie, je vais dans les dossiers des autres, dossiers communs parce qu'on était des graphistes. Hein. Donc je vais dans les dossiers qu'ils ont créés, mais c'est un dossier commun de graphistes. Et je clean tout, quoi, vraiment. Je suis assez minimaliste et j'aime bien ne pas avoir trop de... Enfin, limiter le poids des fichiers, ce genre de choses. Et après, on m'a emmené on m'a fait passer dans une équipe. Donc avant, là, c'était une équipe de graphistes. C'était un peu le pôle graphisme, on va dire. Mais sur un gros projet, donc il y avait plusieurs graphistes. Enfin, UI, UX designer, plutôt. Et ensuite, on m'a amené dans une équipe, donc là, c'était lié à un autre projet. Un projet qui était là depuis longtemps, en gros, un logiciel. Comment il s'appelait déjà? Lightroom, je crois. Lightroom, de DxO. Et en fait, normalement, si ma mémoire est bonne, on m'a mise là parce que le graphiste, en gros là, il y avait qu'un graphiste. Enfin, un UI, UX designer, je crois. Il y avait, par contre, plein de développeurs. Et un chef de projet, je pense. Oui. Et du coup, on m'a dit à terme, enfin au bout d'un moment, on m'a dit, mais en fait, le but, c'est que tu remplaces le graphiste ici. Donc en fait, il va te former. Donc on travaillait à 2. Moi, en fait, dans ma tête, j'étais en mode, bah ok, je vais travailler avec lui. Bon, tant pis. J'étais un peu triste parce que j'aimais beaucoup mon équipe précédente où c'était vraiment déjà de base on avait des points communs parce qu'on était tous des graphistes UI UX un peu YOLO, tranquille, un peu artistes de danse, enfin pas vraiment de danse pour tout le monde, mais il y avait une ambiance déjà particulière. On était tous créatifs en gros, voilà. Et là on me met dans une équipe donc c'est différent. Donc là il y a plusieurs rôles différents, plusieurs mentalités différentes, mais c'est aussi une famille. C'est une famille dans le sens où ce qui nous tient c'est le projet et on est tous sur ce projet. Donc c'était aussi trop bien. Donc j'étais la seule fille, en tout cas en France, en Biélorussie, c'est à Biélorussie je crois. Il y avait une autre femme développeuse ou QA, je sais plus comment on dit, et des hommes. Donc il fallait aussi parler en anglais. Quelle horreur pour moi. Et donc du coup on m'avait mise là. Et j'étais un peu choquée le jour où on m'a dit bah oui en fait il faut que tu remplaces du coup lui qui va partir à terme pas maintenant tu vois, t'as le temps mais. Et j'aurais dû être trop contente parce que sur le papier, j'arrive dans la boîte au bout d'1 an seulement. Déjà, j'arrive dans la boîte, on m'a engagée, non pas parce que j'avais les compétences pour l'offre d'emploi dans laquelle j'ai postulé, parce que j'avais postulé sur une offre qui était bien plus haute que la mienne. En gros, j'étais UI designer, on va dire graphiste, voilà. J'avais 0 année d'expérience. Enfin, j'avais de l'alternance, mais j'avais pas travaillé en CDD ou en CDI. Et j'avais postulé pour UX designer, donc c'est
c'est relié, mais c'est quand même différent. On est plus sur de la réflexion, des personas, de la structure, de l'ergonomie, et pas juste sur là je vais mettre un truc bleu parce que c'est joli, là un truc vert, et là je vais faire un truc joli avec une animation stylée, et là de l'ombre, tu vois, voilà. C'est la réflexion qu'il y a derrière. Pourquoi je choisis telle chose et pas telle chose pour amener les clients à tel endroit, bref. Et donc j'ai postulé à ça, où on demandait 5 ans d'expérience. J'étais un peu, je m'en foutais, je crois. Et donc on m'a quand même accepté dans le sens où on m'a dit, bah, on va faire un entretien, tu vois, parce qu'ils ont bien aimé mon CV qui était propre, droit, carré et original. Ok. Pour l'entretien, j'ai vu plusieurs personnes de l'équipe, du coup, des graphistes. Et on m'a dit, je sais plus quand est-ce qu'on me l'a dit, mais on m'a dit, on t'a embauché, non pas, enfin, on t'a choisi, non pas parce que tu avais les compétences, loin de là, en vrai, t'avais pas du tout les compétences, et tu les as toujours pas, parce qu'au début, je les avais pas. Mais on a aimé en fait, on t'a embauché pour ta personne, pour qui tu es. Genre, t'es souriante, on a bien aimé échanger avec toi, t'es fun et tout, et en fait, on a créé littéralement un poste pour toi. Je fais d'accord. Et c'est comme ça que je suis devenue visual designer, et en fait, du coup, ils se sont dit, bah tiens, ça tombe bien, et en fait, j'ai appris vraiment sur le tas. Déjà, j'ai travaillé pour la première fois sur Apple, j'ai jamais bossé sur Apple, et ensuite, on m'a fait bosser sur, en gros, des PowerPoint, mais version Apple. Alors, c'est pas du tout des PowerPoint Windows, pour le coup. Des animations de malades, c'est vraiment trop trop bien, en vrai. Comment ça s'appelait? Keynote, ouais, voilà. Keynote? Ouais, Keynote, je crois. Et donc, du coup, j'ai été chargée de faire le Keynote officiel du nouveau projet qui allait sortir, enfin, qui était déjà en train de sortir. Et c'est le Keynote façon, comment il s'appelle? Façon Apple, justement. Façon Steve Jobs. Je sais pas si vous avez déjà vu, moi j'ai jamais vraiment suivi, mais du coup je me suis renseignée à ce moment-là. Et vous voyez les animations du keynote, du coup du PowerPoint, parce que c'est un PowerPoint, qui sont trop stylées, où tu zoomes à l'intérieur, tu dézoomes, ça slide à droite, à gauche, voilà. Moi je parle de ça, c'était en 2017, hein, je crois, donc depuis peut-être qu'ils ont fait des dingueries. Et en fait on avait quelqu'un qui était chez Apple avant, qui est arrivé, et avec qui du coup je bossais, avec qui je faisais du coup mon keynote, et lui était habitué, il avait bossé avec, enfin littéralement avec Steve Jobs, et il était en mode trop bien et tout, et c'est lui qui faisait en gros le Steve Jobs de notre entreprise. Et il était en mode, ouais, là, c'est bien fait et tout, ouais, bravo, machin et tout, en anglais, du coup. Et moi, j'étais en mode, ah, ok, ok. Et quand ça a été fait, après, on m'a passé sur, vraiment l'interface. Enfin, je bossais déjà un peu sur l'interface de l'entreprise, mais, enfin, sur l'interface du projet. Mais on m'a fait un peu plus du UI designer, et j'étais plus chargée, encore une fois, de l'animation. Et pareil, j'ai découvert un nouveau logiciel qu'ils ne connaissaient pas non plus. J'ai fait, bon, il me faut un logiciel pour montrer aux développeurs ce qu'on veut comme animation de boutons et tout. Et du coup, j'ai commencé à faire une sorte de moitié code, enfin de code aidé par le logiciel. Hein. Je codais pas vraiment, mais il y avait le if, alors, tu vois. Et je vais choisir if et la variable que je voulais, je devais créer des variables malgré tout. Et je me rappelle plus du nom du logiciel. Et j'adorais faire ça, j'étais la spé là-dedans, la meuf spé là-dedans. Et avec les développeurs, quand je leur montrais, bah voilà, déjà je montrais aux graphistes, enfin à mon chef déjà. J'ai fait 3 à 4 animations, ce style-là, ce style-là, ce style-là, pour l'apparition de la notification, par exemple. Alors qu'on a une notification, par exemple, de low battery, ou une notification d'export d'un fichier. Et il me disait, ouais, j'aime bien quand ça rebondit, ah oui, d'accord, 3 millisecondes plus en moins, enfin, comment ça se passe, est-ce que ça rebondit, est-ce que ça arrive et que ça s'arrête doucement, voilà. Et c'était vraiment interactif parce qu'on pouvait vraiment, quand on lançait le script, c'était comme un petit bout de logiciel où en fait, si on cliquait sur le bouton de l'interface que j'avais créée, donc le bouton qui arrive de notification, si tu cliquais dessus, hop, j'avais fait en sorte que le bouton s'en aille et qu'une autre page arrive. C'était pas juste une vidéo, par exemple, on peut faire sur After Effects. C'était vraiment un petit bout de simulation de logiciel, en fait, du projet qu'on avait. Et donc, trop bien parce que tu vois directement le retour tactile, je sais pas comment dire, la sensation que ça donne. Et après, quand je montrais aux développeurs, quand on avait choisi, je disais voilà, en gros, c'est ça. Je pouvais leur envoyer du coup le script ou la vidéo s'ils voulaient. Si ils voulaient pas utiliser, mais voir un peu en termes de vidéo comment ça se passait. Et eux voyaient à peu près l'effet qu'ils devaient atteindre. Enfin, même ils voyaient littéralement l'effet qu'ils devaient atteindre. Plus la position des pixels, du contour, de chaque chose. Donc ça, pareil, je leur balançais aussi. Je sais plus comment ça s'appelle. Guidelines, je crois. Voilà. Bref, j'aimais bien. C'était mon petit dada, donc pareil, j'ai appris un nouveau truc, j'étais toute contente. Et on m'a après envoyé du coup dans l'équipe
l'équipe où là, fallait bosser sur Lightroom, donc un logiciel PC cette fois-ci et pas sur smartphone. En gros, un Photoshop, enfin c'est pas un Photoshop, mais on va dire dans le délire un petit peu Photoshop. Et donc là, c'est plus des petits boutons. Le logiciel était un petit peu vieux en termes d'interface, enfin vieux, bof. Oui, enfin c'était pas un truc à la pointe de la technologie non plus et ultra moderne. Mais il fonctionnait très bien, il y avait beaucoup de contenu, beaucoup de filtres différents, il y avait des professionnels qui utilisent vraiment ce logiciel, donc faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc c'était intéressant, mais déjà je me suis dit bon, ouais, moins d'animation, moins de fun, moins de légèreté aussi, et même si l'équipe était extra et que j'étais vraiment un peu la petite protégée, hein, vraiment, j'ai l'impression d'avoir que des grands frères, pardon, des oncles et des papas autour de moi. Et malgré tout, je me suis dit, mais Megan, t'as tout, sur le papier, t'as tout ce qu'il faut, t'évolues vite, on te fait confiance, et t'as envie de partir, quoi. T'as envie d'être libre. Donc c'est qu'il y a un truc. Et longtemps, j'ai dit ça, quand on me disait, mais t'as peut-être pas trouvé le bon travail pour toi, t'as peut-être pas trouvé le bon job, les bons collègues, j'étais en mode, mais non, vous pouvez pas me dire ça, j'étais graphiste, c'est ce que je voulais faire absolument, c'est trop bien, on m'a fait évoluer, j'ai pu tester plein de choses, donc c'est pas trop une question de se lasser ou pas. On m'a mise en autonomie, augmentation du salaire, un très bon salaire déjà de base, plus augmentation du salaire encore, avec des primes et tout, des collègues ultra kiffants parce que déjà dans l'équipe, chaque équipe où j'étais, ils étaient trop cool. Et en plus, quand on faisait des pauses déj, donc je retrouvais certains collègues de différents étages, donc des collègues qui étaient pas du tout dans mon groupe de travail, mais qu'on s'était rencontrés et tout, et on faisait des soirées jeux de société après le boulot, on faisait tous les midis, on sortait les jeux de société aussi, on se faisait des petites parties de Citadel et de Jamaïca et de un truc Time Bomb, je sais plus comment ça s'appelle. Une histoire de western et de bombes, je sais plus, il y avait des attaques, je sais plus, il y avait la Gatling, je sais plus. Bref, peu importe. Donc, à chaque fois on faisait ça et on a même fini des fois chez telle ou telle personne, je me suis fait une pote mais trop bien à ce moment-là que j'ai trouvé extraordinaire. Donc vraiment, c'est compliqué de me dire, c'est juste que t'as pas trouvé le bon taf. C'est pour ça que t'as pas voulu rester, non. Alors oui, peut-être, j'avais pas le domaine que je voulais vraiment, c'est sûr. Mon domaine de prédilection, oui, c'est sûr. Mais même, c'est pas qu'une question de je postule à un autre job, je postule en tant que graphiste ou UI ou UX et c'est bon, ça ira mieux. Non. C'était autre chose, très clairement, il y avait autre chose. Aussi un gros besoin d'autonomie et d'indépendance, aussi de me dire quand... Après, je passe à la question suivante, hein. Dernière anecdote. Quand j'avais bien bossé et j'avais fini en avance, on m'avait demandé de faire un truc, et j'avais bien, vraiment, j'étais contente, paf, j'avais fait ça correctement, et j'avais fini limite 1 heure en avance, 1 heure et demie en avance, en gros, que j'ai en avance, et avant la fin de la journée. Et je suis allée voir j'appelle mon petit chef, parce que lui-même avait un chef, qui avait un chef, qui avait un chef, voilà. Donc je suis allée voir mon petit chef, et il m'a dit, trop sympa le gars, en vrai. Mais il m'a dit, bah, ok, donc j'ai dit, voilà, j'ai fini, du coup, comment ça se passe quand on finit en avance un boulot, quoi? Il y avait pas grand chose à faire en plus par la suite, tu vois. Et il me dit, bah, je peux partir. Puis il me dit, bah non, clairement pas. Il dit, c'est infini, il y a de la veille informatique à faire, de la veille graphique, tu vois. Et lui, c'était un fada de graphisme. Il dit, dès que t'as fini ton job, tu vas sur Internet et tu regardes qu'est-ce qui se fait maintenant, t'apprends les nouveautés, les designs, les informations, machin et tout. Et là, j'étais la désillusion. La désillusion totale, parce que je me suis dit, mais ça veut dire que peu importe la qualité de mon travail, peu importe à laquelle je vais vite, peu importe à laquelle je suis optimisée, je m'organise pour justement être efficace et avoir du temps après pour moi ou pour aider quelqu'un d'autre, pourquoi pas s'il y a besoin, mais il y a des fois où genre j'aurais rien à faire et je me dis mais ma récompense c'est je vais pouvoir partir plus tôt. Ma récompense c'est je vais pouvoir avoir une augmentation, ouais, voilà, ce genre de choses. Et autant l'augmentation c'était possible, très clairement, mais partir plus tôt non. Alors que dans les faits je ne servais à rien. Et quand on me dit, bah, tu peux toujours faire de la veille informatique et de la veille de design et tout, oui, la vérité c'est que oui, tu peux des fois te dire, bah écoute, là, en vrai, fais un peu de veille pendant 1 heure et après, au pire, tu peux partir, tu vois. Histoire de, ok, en vrai, pourquoi pas, mais faire te dire, bah non, tu partiras que à telle heure et avant, tu te débrouilles, je veux que tu fasses du job, que tu te renseignes et tout. En gros, c'est demander à me générer une forme de passion en moi
à forcer la passion, à forcer le feu intérieur, tu vois. Quand t'es passionné de base, de graphisme ou d'autres choses, tu vas naturellement, des fois, te renseigner, dire, tiens, j'avoue, j'ai une question à poser, là, je vais voir pendant 1 heure, 2 heures, des fois 3 heures, tu te perds dedans, tu vas sur les sites et tout. Et il y a des jours où t'as pas trop envie, t'es en mode, bah là, j'ai bien bossé, je suis content, je vais plutôt partir plus tôt. Voilà. C'est une forme de, tu fais ce que t'as envie de faire au fond de toi. Et en fait, quand t'es passionné, t'inquiète que tu vas bosser. Il n'y a pas de problème là-dessus, et au contraire, tu vas être très performant et tu vas avoir de la passion. Et là, donc, désillusion totale, et je me suis dit, ok, donc je suis littéralement bloquée jusqu'à telle heure. Tous les jours, je serai bloquée de telle heure à telle heure. Et on veut pas de moi spécialement le contenu, mais aussi le contenant. On veut pas de moi forcément ce que je balance, ce que je sors. Ça, c'est le minimum pour eux, entre guillemets. Mais on veut me voir dans les locaux de telle heure à telle heure. Si je suis pas sur ma chaise, entre guillemets, parce que je peux faire des pauses, si je suis pas dans le bureau, si elle est où Megan? Bah, elle est partie plus tôt. Ah, ça la fout mal. Pourquoi? Alors qu'elle a fait son job. Tu vois? Après, c'est une question de contrat et on paye pour des heures, en fait. C'est ça aussi qui est le problème, c'est que on paye pour des heures de travail et pas pour un résultat. Même si le prix d'un résultat, c'est aussi autre chose, mais si on te fait, je sais pas comment dire. En fait, le fait de payer un nombre d'heures fait que tu vas pas accélérer, tu vas pas spécialement t'optimiser. Mais par contre, ce qui est bien, l'avantage, c'est que tu vas prendre ton temps et tu vas pas trop stresser. Enfin, sauf si le nombre d'heures est limité, mais on va dire qu'on te paye, on va dire 1000 balles pour, enfin 2000 balles plutôt, pour 35 heures. Voilà. L'inverse, c'est que si on te paye pour un résultat, tu peux avoir le stress de dire, mais attends, on me paye 2000 balles pour faire tel projet, mais en fait, je passe littéralement 20 heures par jour à faire ce projet. Je me fais arnaquer, en fait. Tu vois. Donc, il y a des bons et des mauvais dans les deux côtés. Ce qu'il faudrait, c'est laisser la marge et faire confiance à l'autre. De dire, je veux tel résultat au minimum. Et le nombre d'heures minimum, c'est ça. Voilà, je veux que tu fasses au moins ce résultat et au moins ce nombre d'heures. Donc, le résultat minimum, ce sera tant d'euros, avec le nombre d'heures minimum. Mais si tu fais plus, en termes de résultats et ou d'heures, à faire attention. Mais alors je te paierai plus. Mais c'est compliqué en vrai. C'est complexe. De toute façon, je suis pour le revenu universel, donc à partir de là... Mais c'est intéressant de voir ça avec ChatGPT. Bon, je vais passer à la question suivante, parce qu'on s'est bien éloigné du sujet déjà. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être très proche de quelqu'un? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Là, en fait, quand je lis la phrase, je vois pas des bonnes choses. En fait, qu'est-ce que ça t'apporte? Déjà, qu'est-ce que ça t'apporte? Ok. D'être très proche de quelqu'un. Là, c'est bizarre de dire qu'est-ce que ça m'apporte. Comment ça me fait sentir? Qu'est-ce que j'y gagne? C'est bizarre. Qu'est-ce que j'y gagne? Je préfère que qu'est-ce que ça m'apporte. C'est bizarre. Hein. Qu'est-ce que j'y gagne? C'est comme si l'autre rayonnait de manière générale ou était naturel, et moi, je récupère un peu des récompenses, comme s'il y avait des cadeaux comme s'il irradiait un petit peu des petits cadeaux aussi qui se balançaient de droite à gauche. Et hop, je rattrape 1, 2, 3, tu vois. Lui, il s'en débarrasse, en fait. Tu vois. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? C'est comme si c'est lui qui m'apportait quelque chose. Il venait, il me donnait son cadeau de sien. Non, en fait. Pour moi, des amis ou des relations n'apportent pas quelque chose. Elles n'apportent pas quelque chose. Mais elles irradient. Elles te font gagner des trucs, pourquoi pas. Elles t'influencent positivement ou négativement d'ailleurs. Mais elles ne t'apportent pas quelque chose. Si tu dis par exemple, ou alors si, mais dans ce cas c'est mauvais. Si tu dis par exemple la relation avec mon compagnon m'apporte de la stabilité, waouh. Ça veut dire que ton compagnon, il a de la stabilité dans ses petites mains, il vient vers toi consciemment, donc déjà c'est chiant, il te donne ça. Ouais. Il est censé plutôt irradier de la stabilité. Il irradie, et donc naturellement, tu es dans son champ de radiation, et tu ressens une forme de stabilité, et ça t'apaise. Tu vois, comme un soleil qui t'irradie, et t'es en mode, ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais bon, là, je suis un peu chiante sur les mots. Et donc, pareil, le fait d'être très proche de quelqu'un, ça veut dire que c'est comme si tu t'approchais de quelqu'un de très près pour pouvoir profiter un petit peu, et parce que t'as un manque. Profiter de l'autre, en vrai, y a pas de problème. Si l'autre, il accepte, c'est son problème à lui. Mais combler un manque en soi par un truc externe, non, c'est pas bon. D'autant plus si c'est une autre personne. Ça veut dire que tu remets ton pouvoir dans la main de l'autre.
Tu remets ta vie presque, tu remets ton manque émotionnel, ton manque monétaire, pourquoi pas, dans la... Tu donnes ça, la responsabilité de ça, et en plus, tu es dépendante de l'autre. C'est un peu comme si tu dépendais de quelqu'un qui donnait de l'argent pour vivre, en fait. Alors que tu pourrais te dire, bah non, je vais gagner moi-même un petit peu d'argent. Pas beaucoup, mais au moins un petit peu, au moins le minimum. Après, tu peux accepter l'argent de l'autre. Mais tu sais que le minimum vital, il vient de toi. Voilà. Tu sais que si jamais tout disparaît, bah t'as toujours ton minimum vital. Que ce soit ton, je sais pas, enfin, peu importe. Donc, j'aime pas trop cette question. Et de manière générale, d'être très proche de quelqu'un, pareil, je suis pas très proche de quelqu'un. Pour moi, être très proche de quelqu'un, c'est presque bizarre, c'est envahissant. C'est intimité envahissante. Je me sens proche, par exemple, de ma tante, enfin, d'une de mes deux tantes. Je me sens vraiment proche parce qu'on échange beaucoup de choses, on se montre vulnérable l'une et l'autre. On parle de nos faiblesses, on parle de nos désirs, de nos manques, de nos moments de doute et tout. On se dit aussi les choses assez honnêtement, vraiment. Quand on n'est pas d'accord avec l'une ou l'autre, on se le dit. Du coup, c'est une connexion très vraie, même si elle n'est pas parfaite. Mais, elle est très très vraie, elle est très belle. Mais je me sens pas très proche d'elle. Parce que très proche, c'est comme si j'avais un besoin et qu'il fallait que je l'enlace et que je lâche pas. J'ai du mal avec le très proche. Pour moi, c'est soit être proche. En fait, t'es proche l'un côté de l'autre et vous allez ensemble sur un chemin. C'est magnifique. Vous vous tenez par la main ou non, peu importe. Vous pouvez vous enlacer de temps en temps, y a aucun problème. Mais tu vois, pour moi, une relation de couple, c'est ça. Celle en tout cas dont j'ai envie de vivre, c'est ça. C'est que chacun est entier. Chacun peut vivre sans l'autre s'il y a besoin à un moment donné. Ne serait-ce que pour un voyage, par exemple, d'affaires, imagine, voilà. Où il y en a un des deux qui doit partir. Mais l'un peut vivre sans l'autre. S'il y en a un qui disparaît, s'il y en a un qui est fatigué à un moment donné, l'autre peut tenir. Déjà pour lui, déjà c'est une certitude, et en plus un peu pour l'autre aussi. Il peut être là quand l'autre a besoin. Mais tu vois, voilà, quand t'es très proche de quelqu'un, c'est quand l'autre est à terre, en fait. Quand t'es vraiment très proche de quelqu'un, que tu le soutiens et que t'es à côté de lui et tout, c'est que l'autre, il a besoin d'aide, c'est qu'il est déjà pas bien, il est en dépression, il est malade, il vit une rupture amoureuse, tu vois, voilà, là oui. Mais sinon, alors du coup, c'était bizarre de dire qu'est-ce que ça t'apporte d'être très proche de quelqu'un, ou alors c'est moi la victime dans ce cas-là, mais du soutien, voilà. Quand t'as besoin d'aide, l'autre personne qui est très proche de toi à ce moment-là, qui est proche de toi en temps normal et qui se met très proche de toi pour te soutenir à ce moment-là, du coup va t'apporter peut-être du réconfort, de la stabilité, de la réflexion, de la clarté mentale, de l'apaisement, des solutions, plein de choses. De l'amour, pourquoi pas, mais attention à l'amour. Attention à l'amour. Tout ça c'est une forme d'amour, mais attention à l'amour. Parce que si c'est... L'amour, t'es censé toi, le générer pour toi-même. Et après ça irradie. Bon, je vais passer à la question suivante. Et qu'est-ce que tu perds quand il n'y a pas assez d'espace? Beaucoup de choses. Quand je me sens étouffée par quelqu'un ou quelque chose, par moi-même, hein, c'est possible aussi. Hein. Je me sens pas libre de mes mouvements. C'est un peu comme si j'étais dans une sorte de grosse glu. Enfin, pas de la glu. Une sorte de gélatine plutôt. Voilà, c'est difficile de faire des mouvements. Chaque effort, chaque mouvement est un effort. C'est lent. C'est flou, je sais pas trop où je vais, je peux faire du mal sans me rendre compte parce que du coup je mets beaucoup de force pour pouvoir me démener et bah je peux donner un coup à quelqu'un qui était peut-être à côté à ce moment-là, tu vois. Voilà, je me sens lourde, ralentie, je peux m'agacer aussi et je peux faire du mal sans m'en rendre compte. Et je peux aussi, clairement, je me fais aussi du mal à moi-même dans tous les cas. Donc quand j'ai pas assez d'espace pour moi, et avoir de l'espace c'est pas forcément être seul dans son coin. Mais si vraiment j'ai besoin d'espace, que je le dis, que je le montre. Mais quand je dis que je le montre, c'est pas juste lit dans les pensées, hein. Non, c'est je le montre. Je m'écarte en disant désolé, j'aime bien avoir de l'espace. Tu vois, je le dis en fait. Quand tu le montres, faut que tu le dises aussi en même temps. Et que l'autre se rapproche de toi, bah en fait, je vais le dire de plus en plus, 1, 2, 3, 4 fois. Et je vais m'en aller, dire bon là du coup je pars en fait. Ça m'a saoulé, donc là j'agis vraiment. Là je m'en vais, je m'écarte. C'est pas juste je m'écarte, c'est je m'en vais. Je vais faire 1 heure, 2 heures, 3 heures dehors, ok.
Et si l'autre te poursuit quand même, ce qui est possible, hein, je sais pas trop comment, mais c'est possible, là par contre ça peut partir en furie, en énervement, en cri. C'est un peu comme un animal, le but c'est de faire peur à l'autre. Pour dire là stop, là tu dépasses mes limites, tu dépasses les bornes, et je peux devenir folle. Et je vais le devenir folle, parce que je sais que je peux devenir folle. Tout être humain peut devenir fou, hein. Chaque humain, comment dire, si ses limites ne sont pas respectées, qu'elles sont piétinées une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et que l'autre a conscience qu'il veut la liberté mais qu'il ne l'a pas, n'importe quel humain peut péter un câble. Être fou pendant un moment, mais être fou quand même. Parce que l'autre n'a pas compris. L'autre, t'as beau essayer de lui expliquer, de lui montrer, de lui parler, d'agir, de montrer en agissant, il ne comprend pas, il s'en fout, ou alors il est débile, ou tu sais pas. Du coup, à un moment donné, tu pètes un câble. Tu pètes un câble pour te dire, mais il faut... Je sais pas comment... En fait, tu sais pas comment te démener, donc tu pètes un câble. Je voulais dire un truc et j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire. Je crois que c'était par rapport à la folie et à l'espace. Ah oui, oui. Sachant qu'en plus, à savoir... Bon, vous le prenez pas. À savoir que mon numéro d'âme, donc en numérologie, c'est le numéro 5. Et donc c'est, en gros, la liberté. Voilà. Donc c'est quand même... Et pour moi, avant même que je sache ça, quand on me disait c'était quoi la chose la plus importante pour moi, je me suis dit, mais c'est la liberté. Si t'enlèves la liberté à l'être humain ou à un être vivant, je trouve ça horrible. Et pas plus horrible que ça. Et je pense que ça se traduit entre autres par mon numéro 5. Ma mère a le même, je crois. Une forme d'indépendance aussi. Voilà. Ça nous empêche pas d'être très proche des gens, d'aimer profondément les gens, de s'accrocher, d'avoir même des attachements émotionnels, d'avoir des dépenses affectives aussi, hein, voilà, vraiment. Ça n'empêche pas tout ça. Mais si on porte atteinte à ta liberté, tu peux partir vraiment en cacahuète. Essayez de voir un peu votre numéro d'âme et voir si on porte atteinte à ça. Donc je sais pas, ça peut être, je crois, la collaboration et l'union, l'action, la stabilité. Essayez de voir dans quel état vous êtes. Genre moi, on porte atteinte à mon action en soi, à ma motivation, à ma volonté, ça va me saouler, mais je veux dire au pire, tant pis. Tant pis, je pense toute seule. On porte atteinte à ma collaboration, à mon union, l'harmonie que j'ai avec une autre personne, ça va bien me saouler, mais je vais faire confiance à l'autre en mode t'inquiète. Moi au pire, je m'écarte, vas-y, tac tac tac, et après on se rejoint plus tard, tu vois. On porte atteinte à ma créativité, bon, on m'empêche de dessiner, de colorier ou de faire de l'art créatif. Je vais être en mode ok, c'est grave chiant, mais bon, ça va, tu vois. Ma liberté, c'est ce qu'il y a de pire. Après, j'ai envie de dire, la liberté, ça touche tout, ça touche la créativité, ça touche, ouais. Mais c'est au-delà de ça, c'est d'être enfermé, de pas pouvoir sortir et faire ce que je veux. Enfin, c'est vraiment cette sensation de, mais on me laisse pas faire ce que je veux, tu vois. C'est même pas la créativité ou quoi, ou la relation, c'est non, on me laisse pas décider de moi-même, on me laisse pas être qui je suis. Et ça m'horripile. Ça m'horripile. Et cette attention, c'est bien différent de si je veux un truc ou je décide un truc et on me dit non. Bon, c'est peu importe, je suis en mode ok, c'est l'autre qui choisit. Mais si vraiment on m'enferme dans une pièce, tu vois, c'est un peu ça. C'est comme si on disait là t'es pas bien, je vais t'enfermer dans une pièce parce que j'estime que t'es pas bien. Ah, je pèterai un câble. Mais genre vraiment, et là pour le coup, je dirais tu penses que j'étais pas bien, là tu vas voir à quel point je peux vraiment ne pas être bien. Et vraiment, je défonce, je déchiquete tout. Mais je rigole pas, je déchiquete tout et je déchire tous les objets, je casse tout. Je hurle vraiment pour que l'autre se dise waouh, il y a un vrai problème, il y a un vrai danger là. Ouais, là ouais, il y a un vrai danger là. Voilà, c'est ce genre de choses. Voilà. Passons à l'intensité du scorpion qui ressort en plus, non, c'est particulier. Mars en scorpion évidemment, Pluton aussi, Lilith en capricorne, c'est encore autre chose, en autorité. Bref, la suite. Est-ce que tu crois qu'on peut être totalement libre et totalement uni à la fois? Oui, mais tellement, je dirais même que la plus belle fusion et la plus belle unicité même, c'est la totale liberté. Il n'y a qu'à voir par exemple dans le monde. Plus les gens sont libres d'être eux-mêmes, d'accord, d'être vraiment ce qu'ils veulent être eux-mêmes. Donc quand je dis libre, c'est autant ils font ce qu'ils veulent que ils sont libres aussi de leur peur et de leur faiblesse. Hein. Donc libres de leur colère. Pourquoi ils sont en colère? Parce que si c'est là, hop, ça, tu libères, tu guéris. Tu vois, voilà. Quand j'ai libéré, c'est vraiment libéré de toute souffrance et tout. Quand les gens sont ultra libres, c'est là où il y a une plus belle unicité, une plus belle fusion, une plus belle connexion entre les individus. Déjà avec des inconnus. Alors t'imagines même pas quand c'est avec ta moitié par exemple, ou tes amis.
Il y avait une phrase que j'avais adorée, enfin un concept, une idée que j'avais adorée je crois que c'est Eckhart Tolle, je crois que c'est lui, qui avait dit à un moment donné, dans un de ses bouquins, j'en ai lu qu'un de toute façon, le plus bel amour avec ton compagnon ou ta compagne, c'est quand tu peux vivre avec lui ou elle de la même manière que quand tu vis seul. En gros, c'est quand tu es tellement à l'aise avec l'autre personne qu'en fait tu peux être totalement toi-même et ne pas avoir de masque. Alors évidemment, tu vas peut-être pas, par exemple, aller aux toilettes la porte ouverte, rôter, péter au calme, alors qu'il est à côté. C'est pas ça. C'est en gros, enfin, si tu veux faire, tu le fais. Si ça vous convient tous les deux, c'est parfait. Allez-y, tu vois. Mais l'idée, c'est que t'es totalement à l'aise et que tu fais ce que t'as envie de faire. Si t'as envie, de fermer la porte des toilettes, parce que quand même, tu te dis, j'ai envie quand même qu'on garde une forme d'attraction physique l'un et l'autre, et j'ai pas envie qu'on se voit dans des moments un peu trop familiers, sauf si, par exemple, on est vraiment malade et que là, en fait, il y a plus de barrière à ce niveau-là non plus. C'est trop beau. Si t'as envie de te faire beau ou belle pour l'autre, parce que ça te fait profondément plaisir, et que c'est pas parce que t'as honte de tes vêtements ou que t'as honte parce qu'il t'a dit que t'étais pas jolie, tu vois, voilà, ça n'a rien à voir. Si t'as envie de te faire beau ou belle pour l'autre, que t'as envie d'être fort ou forte pour l'autre, et que ça te fait plaisir, c'est une sorte, en fait, c'est un peu une forme d'énergie infinie. L'énergie, elle va chez l'autre, elle revient vers toi, ça te donne envie de faire un truc qui va chez l'autre, qui devient plus fort, qui revient vers toi, tu vois. C'est un cercle vertueux de fou, en fait. Et en fait, vous vous faites évoluer l'un et l'autre. Vous vous faites avancer l'un et l'autre. C'est ce qui n'empêche pas d'avoir des moments de pause, des moments de régression, il n'y a aucun souci. Parce que l'un et l'autre comprend aussi qu'il y a des moments où, là, il y a une petite régression, il y a un creux de vague, hop là, on accompagne et ça remonte après, pas de problème. Donc, plus t'es libre d'être toi-même, et plus l'autre l'accepte aussi, et plus c'est que c'est la personne qui est faite pour toi. Et d'ailleurs, de manière générale, plus t'es libre d'être toi-même, par exemple, ne serait-ce que célibataire, ou quand t'es en couple, on s'en fout, et plus tu vas te rendre compte que les gens qui t'aiment pour qui tu es au fond de toi vont s'approcher de toi, parce qu'ils sont attirés par ça. Et ceux qui aimaient la carapace que tu t'étais créée, ou le masque social que tu t'étais créé, ou le persona que tu t'étais créé, eux vont s'éloigner. Ils vont peut-être même te dire, ouais, t'as changé, n'importe quoi, avant t'étais comme ci, maintenant t'es comme ça. Ah, eux, ça va pas leur plaire. Parce qu'en fait, tu vas changer. Et les gens qui n'aiment pas le changement, qui résistent au changement, ce sont déjà des gens qui ont des faiblesses. Donc déjà de base, dis-toi que ils sont dans le mauvais choix, ils sont dans la mauvaise réaction, mais c'est pas grave, c'est leur réaction à eux. Peut-être qu'ils vont se rendre compte, enfin peu importe, on s'en fout. C'est leur vie à eux, c'est vraiment littéralement leur problème. Il y a pas de problème pour toi, du coup, c'est le problème pour eux. Toi, il faut juste que tu aies assez confiance en toi pour te dire, mais c'est vraiment ça que j'en veux. C'est comme ça que je veux m'habiller, c'est comme ça que je veux être. J'ai évolué. Oui, avant j'étais comme ci, maintenant je suis comme ça. C'est très bien. Enfin, le but de l'évolution, c'est que tu passes d'un point A à un point B. Donc tu vas pas t'en vouloir avoir à être un point 1 ou un point A, pardon. Comment tu pourrais t'en vouloir d'avoir été à un point A? C'est grâce à ça que tu peux passer au point B. Faut bien que tu aies un point de départ. Tu n'es pas en étant parfait et toujours parfait jusqu'à la fin de tes jours. Bah non. Donc, faut se rendre compte que ouais, j'étais à un point A, maintenant je suis à un point B et putain, j'ai évolué comme ça et je suis trop content. Et si on te dit c'est pas bien, t'étais à un point A, moi je t'aimais bien en point A, maintenant point B j'aime pas, y a pas de problème et c'est normal. Ça veut dire que toi tu préfères les gens qui sont de type A et pas de type B comme moi. En tout cas actuellement dans ta vie. Tu vois. Et qui du coup ils sont frustrés, ils sont en colère parce qu'ils se sentent trahis aussi. Alors il y a peut-être une blessure de trahison qui doit traîner par-ci par-là aussi. Bon voilà, c'est leur problème, littéralement. Ouais, donc pour moi, je reprends la question, mais littéralement, plus tu es libre, plus tu te sens libre et toi-même, et plus tu peux être uni de fou à des gens. Et en fait, uni aux gens qui sont eux-mêmes libres finalement, et qui sont eux-mêmes authentiques. Quoi, c'est trop beau, c'est juste trop beau. Et moi, tu vas être uni aux gens qui sont, au contraire, qui ont des faux semblants, consciemment ou non, hein, qui ont des personas, des masques sociaux, qui n'osent pas aussi, pas du tout, qui se sentent bloqués. C'est comme ça, c'est la vie. C'est trop beau, c'est trop bien fait. La vie est parfaite. Allez, partie 3. Partie âme. Objet et énergie, mythe ou réalité. Oula. Allez, c'est parti. Attention les questions.
Première question, as-tu déjà ressenti une énergie particulière en touchant un objet, un lieu ou une personne? Ah, je m'attendais pas à ça. Une énergie particulière en touchant un objet, je crois pas. Un lieu, ouais, non, ouais, et encore, ça vient, ça part en fait, hein, donc un lieu en lui-même. Ouais, si, les églises, mais pour quelle raison? Je pense que c'est par rapport à une ambiance spécifique à un moment donné. Je pense pas que ce soit l'église en elle-même, quoique. Pas forcément, non. C'est comme, on va dire que pour moi, une église a plus fortement de chances d'avoir, d'accueillir des esprits ou des défunts et les émotions des gens, donc des vivants. Et donc forcément, à chaque fois que j'y allais, donc c'était pour les enterrements, j'avais l'impression de ressentir des choses, des sensations. Mais est-ce que c'est vraiment parce que c'est un lieu spécifique? Oui, et en même temps, c'est parce que c'est une ambiance spécifique à ce moment-là, un événement spécifique. Donc, bon. Mais il y a peut-être des lieux où vraiment il y a tout le temps des esprits, hein, c'est pas impossible. Et une personne, en touchant une personne, non. Je suis pas trop dans le toucher, moi. Je ressens par la vue beaucoup. Quand j'observe un objet, la dernière fois c'était un fusil de chasse, un vieux fusil de chasse dans une sorte de grosse, de valise longue. Et je saurais pas dire si c'était positif ou négatif, mais je me suis dit, ah ouais, il y a un truc. Déjà ma tante, elle m'avait dit, parce qu'en gros c'est elle qui l'avait récupéré pour refaire la housse de la valise, enfin je sais plus trop. Et elle m'a dit alors, hein, je fais ouais, il y a un truc, c'est marrant, je ressens quelque chose. Mais je me disais pas que c'était un défunt ou quoi, mais j'étais en mode, ouais, il y a un truc dense, lourd, important. Et en plus, l'objet de base était quand même, ne serait-ce que l'objet en lui-même, c'était très beau. C'est un objet d'une autre époque, important, on parle quand même d'une arme, qui a servi à des personnes plus ou moins importantes, je sais plus trop, bref. Il y avait limite, je voyais la couleur vert sapin, enfin limite je voyais les scènes de chasse, tu vois. Donc moi c'est plus par la vue. En touchant, je suis pas sûre que je ressente vraiment les choses, mais vraiment en voyant, ouais, en regardant, en observant. C'est vraiment la vue. Et après ça passe, c'est de la clairvoyance aussi. Ça passe dans mon esprit avec des visions, des images, voilà, ce genre de choses. Le ressenti par contre peut être physique, mais pas spécialement quand je touche quelque chose. Voilà. Peux-tu partager une expérience marquante? Ah, bah, du coup c'était ça, mais marquante, ouais, mais c'est dur parce que du coup c'est ressentir en touchant un lieu ou une personne. Ou alors je m'écarte du toucher peut-être. Une expérience marquante? Oui, oh là, je peux en donner une. C'était quand j'étais à Montpellier. C'est pour moi une expérience vraiment transformatrice, pour le coup. Une expérience spirituelle, illusoire aussi, transformatrice, et ce qui concorde d'ailleurs au fait que la maison 12 dans mon thème astral est très étroite. Ce qui fait que je vais avoir peu d'expérience dans ce domaine-là, entre guillemets, hein. Des grosses expériences, peu mais ultra intenses et très, très transformatrices, qui vont apprendre beaucoup en peu de temps. Et j'en ai vécu, je crois, quelques-unes déjà, et effectivement, à chaque fois, j'ai vraiment limite senti le level up, enfin même pas le level up, genre level up, et en fait, t'as 10 niveaux qui sont arrivés d'un coup, quoi. C'était long à arriver, mais quand c'est arrivé, c'était les 10 qui sont débloqués d'un coup. En gros, à Montpellier, il s'est passé plusieurs choses. Je suis descendue à Montpellier pour rejoindre quelqu'un qui finalement n'était pas là. Bon, bref, j'ai imaginé des trucs, ok? Plus ou moins. Des choses qui étaient vraies, d'autres qui étaient fausses. Et du coup, je errais la nuit dans les rues de Montpellier. Et à un moment donné, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois quand j'ai la vision du truc, c'est que je me vois pas à Montpellier, mais je me vois en Île-de-France sur le trajet. Ça ressemblait à l'allée des arbres d'Île-de-France. Je me rappelle pas du décor, mais bon, peu importe. Et en gros, il y avait une longue allée, enfin même plus que ça, il y avait un parcours que je m'étais faite, toute seule. En pleine nuit, je pourrais pas dire 2-3 heures du matin, 4 heures, j'en sais rien. Minuit peut-être, je sais plus. Et je marchais. Déjà j'étais en stress parce que je me disais, c'était un Hunger Games en gros. Je me disais que si je m'arrêtais, et en plus j'avais ma cheville qui s'est foulée aussi à ce moment-là. Enfin, qui s'est refoulée à ce moment-là. Mais si je m'arrêtais de marcher, j'allais mourir. Mourir parce que en gros quelque chose me suivait dans le dos et que si je m'arrêtais, cette chose allait en gros me posséder plus ou moins et me tuer. En fait, même pas qu'il allait me tuer, mais c'est que j'allais mourir, tu vois, l'âme en premier, puis après, du coup, naturellement, en gros, le mental en premier, et après, pouf,
je tombais le corps ensuite. J'allais m'effondrer littéralement par terre et mourir. Et donc déjà je m'étais persuadée de ça. Ce qui fait que je marchais, et en plus j'avais pas des challenges, des étapes à faire. J'avais des défis à réaliser. Et les défis, c'était par exemple J'avais déjà, dans mes oreilles, j'avais mis une méditation des 7 chakras, qui était longue, qui faisait au moins une demi-heure. J'avais plus beaucoup de batterie d'ailleurs. Et je me disais, si si ce mantra, en gros, cette méditation s'arrête, je meurs aussi. Il fallait absolument que je garde ça. Comme s'il y avait en gros un démon qui me suivait et que du coup, la seule forme de protection que j'avais, c'était en gros ces mantras dans mes oreilles. Et ce qui est dingue, c'est qu'en plus, il y a des fois, la vidéo s'arrêtait. Et très clairement, c'était pas une mauvaise manip. C'était pas un problème de mon téléphone. C'est que la vidéo s'arrêtait à des moments. Et du coup, j'étais persuadée que ça venait du démon qui était derrière moi. Du coup, il n'était absolument pas un démon, mais c'est pas grave. Et qui était juste en train de me dire, mais arrête, stop, arrête-toi, tu es en train de te faire du mal. Enfin, genre, en plus, c'est en pleine nuit dans la rue. Enfin, c'est ultra dangereux, tu vois. Et en fait, il voulait juste m'arrêter, me réchauffer parce que j'avais froid. C'était en mars. Je crois en mars ou avril, je sais plus, en mars. Et m'arrêter, je pense, parce que j'avais froid, me dire arrête-toi, tu pars en cacahuète mentalement, vraiment, genre il voulait juste, tu vois, quand tu es face à une personne qui est en délire, et que la personne croit que c'est toi le démon, en fait, et que toi tu te rends pas compte, bah tu continues à vouloir l'arrêter, à vouloir la stopper, à vouloir lui courir après, et en fait ça anime encore plus du coup le délire de la personne qui délire, donc moi. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que c'était peut-être pas un démon ou Satan. J'étais en mode c'est Satan, vraiment. Ça m'était déjà arrivé par le passé avec un cauchemar en plus, mais bon, peu importe. Et les sensations que j'ai eues, donc déjà j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Vraiment. Pour moi, j'ai eu la peur de ma vie. Et du coup, quelque part, ça a débloqué des trucs ensuite. Parce que quand tu crois que tu vas mourir pour de vrai, ça débloque des choses. Et j'ai eu passé, je crois, 7 étapes, 7 leçons à apprendre. La première, il y avait 7 personnes, donc par télépathie, qui venaient l'une après l'autre. Ou des guides, mais pour moi c'était plus des vrais gens, vu comme ils étaient aussi en panique et qu'ils étaient en mode oh, qu'est-ce qu'on peut faire et tout, c'était clairement pas des guides d'esprit, j'entends. Et donc du coup, ils se sont dit bon, je veux faire son jeu entre guillemets, peut-être que c'est comme ça qu'on va réussir à la faire sortir, tu sais, comme quand tu dois rester dans le délire de la personne, essayer de la faire sortir subtilement, plutôt que de lui dire stop d'un coup, tu vois. Et je suis passée par des phases où je devais donner les 7 lois principales du monde, ou en fait, et du coup j'ai sorti en fait de force, d'ailleurs je les ai notées, faudrait que j'en parle un jour, mais j'ai sorti de force presque des lois universelles d'humanité, du genre le monde est parfait tel qu'il est, les moments mauvais et bons sont nécessaires, des fois il faut faire du mal pour faire du bien, c'est le classique, voilà. En gros, laisser l'autre expérimenter des choses mauvaises pour finalement qu'il apprenne des choses bonnes par la suite. Ne pas aider l'autre sauf s'il le demande spécifiquement, et encore après il faut voir, voilà. Donc ne pas vouloir sauver autrui en soi, parce que c'est le syndrome du sauveur entre guillemets. Vraiment que la diversité est vraiment parfaite, c'est une force, très clairement c'est une force. Bref, plusieurs choses comme ça. Il fallait que je donne 3 points positifs de chaque personne, enfin bref, trois qualités, je sais plus trop ce que j'avais dit. Et à la fin, la dernière étape, là je crois que c'était avec H, si j'ai pas de bêtises. En vrai, je crois que c'était lui. Mais à l'époque, enfin si, je savais que c'était lui, et en même temps, je me sentais poursuivre par des choses horribles. Et il était enfin, je sais peut-être que c'était pas lui, en vrai, j'en sais rien. Je vais pas, mais il était en pleurs. Et moi aussi, j'étais en pleurs parce que je me dis, mais je vais mourir. Et en fait, je voyais que ma batterie descendait et que quand la batterie serait off, et si j'arrive pas à finir mes défis avant, je vais mourir. Parce que du coup, il y aura plus la vidéo de mantra, il y aura plus tout ça. Et c'était une forme de protection. Et en fait, ce que je devais faire, et en plus j'avais déjà beaucoup de soucis de mémoire à ce niveau-là, non pas parce que je prenais mes médicaments, je les avais pas encore pris, hein, c'était avant l'épisode, enfin c'était littéralement pendant l'épisode psychotique / la crise spirituelle du coup, mais j'étais en surcharge mentale. Les Dongarek qui apparaissaient, la télépathie qui arrivait en même temps, moi qui comprends rien à ce qui se passe, qui avait de l'espoir, des envies, des manques en moi, des faiblesses, bref, c'était un brouhaha pas possible.
Et je devais, je sais pas pourquoi, mais en fait j'avais appris par cœur plus ou moins la prière des archanges. Donc là, tu vois, je me rappelle plus trop, mais c'est de dire en gros à droite l'archange Michael, à gauche. Tiens, je me rappelle plus. À gauche, je crois que c'est Gabriel. Devant moi, l'archange Uriel, derrière moi Raphaël et au-dessus de moi Métatron. Je crois que c'est ça. Et donc du coup, je vais la réciter par cœur. Je l'avais apprise plus ou moins par cœur. Je la connaissais en vrai. Mais il fallait que je la récite 3 fois de suite, sans me tromper d'un seul mot. Et j'aime pas apprendre des choses par cœur et les ressortir comme ça. Et autant dire que c'était impossible pour moi de le faire. J'ai essayé plusieurs fois, tout en marchant, en faisant mon circuit, pendant des heures. Je crois que pendant 45 minutes, même plus que ça. 45 minutes, même plus, parce que la vidéo elle durait une demi-heure et je l'écoutais au moins 3, 4, 5, 6 fois. Donc non, bien plus que ça. Et j'y arrivais pas, et je voyais le temps qui passait, et je pleurais, et j'étais en panique, et je me dis que la personne, si effectivement c'était bien la personne à laquelle je pense, qui était de l'autre côté, donc par télépathie, elle pouvait pas savoir exactement ce que je faisais, où j'étais, et elle devait être dans un état de stress, et de peur, et de tristesse énorme. Je suis en train de guérir en ce moment, tu vois, là, le fait, l'exercice que je suis en train de faire, d'en parler à voix haute, et aussi publiquement, ça, bah voilà, ça fait ressortir, tu vois, des larmes, une forme de tristesse, mais je sais que là, je sens que c'est parce qu'il fallait que ça sorte. Donc voilà. Vous voyez un exemple, par exemple, quand on vous dit il faut que ça sorte, faut que les émotions sortent, en public ou non, peu importe, mais il faut que ça sorte, c'est littéralement ça. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien. C'est une forme de guérison, littéralement. Sinon, vous gardez le poison en vous, en gros. Même si vous en rendez pas compte, voilà. Donc voilà. Donc je ne faisais que marcher dans la rue, dans le froid, avec une cheville qui était bien enflée déjà, à avoir la peur de ma vie. Et en termes de ressenti, parce qu'on parlait de ça à la base, c'est que quand je m'arrêtais, parce qu'une fois ou deux, je me suis dit, vas-y Mégane, arrête-toi, ou en fait j'avais envie d'abandonner aussi, qui me disait non, n'abandonne pas, donc je me demande ce qu'il imaginait de son côté. Mais je ressentais des picotements dans le dos, pas partout dans le corps. On pourrait dire c'est normal, quand tu arrêtes de marcher, ton corps se réchauffe légèrement, se rend compte que t'as froid et tu ressens des picotements un peu partout, tu vois. Et vu que je ressentais l'air frais plutôt face à moi, je sais pas, en vrai peut-être que c'est purement scientifique, peut-être. Mais j'ai ressenti tellement de picotements dans le dos, une forme de présence, de pression dans mon dos forte. Je sais pas, des guides, des défunts, les guides d'autres personnes, des projections astrales, j'en ai aucune idée. Mais il y avait un truc. Peut-être que c'est purement scientifique aussi. Sincèrement, je pense qu'il y a une belle part scientifique, aucun problème. Mais pas que. Et j'étais protégée, c'est sûr et certain, parce qu'il aurait pu m'arriver des dingueries. Hein. Il m'est rien arrivé. C'est moi qui faisais peur aux gens. C'était pas l'inverse. Et jusqu'à ce que je comprenne, enfin même pas, j'ai pas compris sur le moment, mais peu importe. Mais donc du coup, j'ai vraiment ressenti des choses, une présence forte. Et pour moi, vu que c'était une présence un peu sombre, grande, et j'avais peur de base, j'étais dans une forme d'illusion, bah je me suis dit bah non, en fait si je m'arrête il va vraiment me dévorer, et donc je vais continuer d'avancer. J'ai avancé encore et encore, et je sais plus comment ça s'est terminé. Je crois qu'à un moment donné ça a réussi à m'atteindre, où on m'a dit c'est bon là, c'est bon, t'as gagné, ça y est, c'est fini, bravo, bravo, bravo. Et puis il y a eu beaucoup d'applaudissements, beaucoup de choses comme ça, et clairement c'était pas des applaudissements réels, c'était pas genre ah là trop bien lol, c'était une forme de bon les gars, on va imaginer que c'est bon, d'accord, on va lui dire que c'est bon, faut qu'elle y croie, en fait il faut qu'elle y croie absolument pour qu'elle s'arrête et qu'elle passe à autre chose, tu vois, et qu'elle se mette en sécurité, parce que là elle va peut-être en danger, parce que voilà. Et à un moment donné j'ai fait vraiment c'est bon, parce que du coup j'avais aussi zéro confiance en moi évidemment, sinon je n'aurais pas vécu cette expérience. Et mais oui c'est bon, voilà bravo, il y a eu des pleurs, des trucs, j'étais en mode oh, je crois que c'est bon, et là du coup j'ai pu tout faire sortir, toute la pression est retombée, enfin pas toute mais une grosse partie. Et là, j'avais froid, j'étais fatiguée, je voulais dormir, et je sais plus ce que j'ai fait après. Je crois que j'ai cherché un hôtel. Ouais, c'est ça. J'allais mieux, donc j'ai cherché un hôtel. Tous les hôtels étaient fermés, ou pleins, parce qu'il était déjà limite 4-5 heures du matin. Et donc j'ai erré. Après, bah, c'était le matin, les gens commençaient à aller bosser, et moi j'étais sur le coin, bref. Et au final, je me suis allongée, j'ai mangé dans une boulangerie, et je me sentais pas bien, enfin, j'avais encore des délires, et donc, je suis sortie devant la boulangerie, je me suis allongée par terre pour que ça aille mieux. On m'a dit de m'allonger par terre, et en fait, bah, évidemment, des gens se sont avancés vers moi en mode mais ça va,
Et j'ai fait oui, mais vu que j'ai lire un peu, ils ont appelé les pompiers, et là, c'est une des meilleures choses qui s'est fait. Ou alors, il aurait fallu que je me soigne toute seule. Je l'aurais fait, en fait. Au bout d'un moment, je me serais soignée toute seule. Ça m'était déjà arrivé. J'avais déjà eu des moments de révélation, des moments de clarté mentale. Mais pas assez. J'avais pas encore assez confiance en moi. Il aurait fallu que j'ai plus de temps pour moi, pour pouvoir le faire. Donc, en attendant, il s'est passé quoi? Il y a eu une forme de, qu'on appelle ça? Il y a eu une intervention. Certains diront divine. Oui et non. Moi, je pense que c'est une intervention humaine. Des gens qui ont paniqué et qui se sont dit il faut que, enfin, et donc d'autres gens se sont connectés à d'autres gens qui ont fait que j'ai été prise en charge par des pompiers, puis j'étais ensuite dans un hôpital, puis après ma mère est arrivée et après j'ai été prise en charge, on va dire physiquement et humainement. Mais sinon je pense sincèrement, je dis pas ça en mode ouais, j'aurais pu le faire toute seule. Non, oui, si j'aurais pu m'en sortir toute seule, mais ça aurait pris plus de temps, ça aurait été plus long, bien plus flippant pour beaucoup de gens aussi, moi la première d'ailleurs en passant. Enfin, quoi que non, moi la première, peut-être pas parce que j'avais peur, mais d'autres choses que les gens qui étaient connectés à moi. Et ça aurait été une autre forme de... D'ailleurs, maintenant je me rends compte, ça aurait été une forme de guérison plus complète, plus longue, plus lente, mais plus complète. Et ce qui fait que du coup, vu que ça a été un petit peu coupé en plein milieu, donc il y a eu dépression et tout, enfin c'est une sorte de... J'étais un petit peu en train de guérir, mais par le mal, hein, vraiment dans les profondeurs, quoi. J'ai guérissais via les profondeurs, donc ça fait très peur quand tu t'es au fond des choses. Et vu que ça a été coupé un peu en plein milieu, j'ai été sauvée par des humains entre guillemets, bah du coup je pense que je suis partie un peu en dépression, en mode non, du coup je n'y crois plus. Enfin, il y a eu, en fait, les humains m'ont influencé, et les humains qui m'ont influencé, ce sont des humains qui ne croient pas forcément à la spiritualité, qui ont vu en moi clairement un épisode psychotique, qui ont vu en moi une maladie mentale, momentanée en tout cas, ce qui clairement totalement est la vérité, dans le sens où si tu n'as pas de croyance spirituelle, ou qu'en tout cas ton travail ce n'est pas la spiritualité, je comprends parfaitement que tu te dises qu'il y a un problème psychologique, et purement psychologique, parce qu'en fait ça a un impact sur la psychologie. Donc dans les faits, oui, si tu remontes encore en arrière, tu vois que ça vient d'autre chose. C'est pas purement psychologique. Mais les conséquences sont psychologiques et comportementales. Donc tu te dis que c'est un problème aussi, voilà. Ce qui est vrai, mais il va falloir, bref, peu importe, je vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui fait qu'en fait, bon, je me suis remise lentement, purement physiquement, on va dire, parce que j'étais aussi dans un état pitoyable physiquement, ça c'est sûr. Et ça a recommencé, entre guillemets, beaucoup moins fortement en fait, parce que j'avais déjà passé le plus gros, mais ça a un petit peu recommencé, on va dire 1 an après, un petit peu moins, où là j'ai fait je suis pas allée aussi loin. J'ai commencé, en fait, j'ai envie de dire, j'ai recommencé à faire la même chose. Oui et non. En fait, j'ai repris là où j'en étais. Donc, j'allais déjà mieux. J'ai encore eu des illusions, des croyances. Mais vu que j'avais déjà vécu ce que j'avais vécu, j'étais aussi plus prudente. Beaucoup plus prudente. Et je savais que je voulais pas refaire ce que j'avais fait. Ce que j'ai appris, en fait. J'aurais pas appris, je serais retombée dedans. Mais là, j'avais déjà appris des choses. Mais j'avais pas encore toute la compréhension. Ce qui fait que j'ai recommencé à faire un truc un peu similaire, mais avec, vous voyez, un peu les yeux plissés en mode suspicion, tu vois. Et en même temps, en me disant, je suis retrouvée dans ce délire-là par plaisir aussi, en me disant, il y a des choses là-dedans que j'aime. En fait, ça m'attire. J'y vais pas parce que j'ai juste un manque et point barre. Non, il y a un truc qui m'attire. C'est comme si, en fait, il y avait littéralement le gâteau de votre vie. Mais c'est un bon gâteau, hein. Sans et tout pour vous, il y a pas de problème, mais ça reste un gâteau, tu vois. Ou un cadeau, ce que vous voulez. Vous le voyez au fond, il est sur une table. Sauf qu'en fait, c'est un peu noir autour, vous comprenez pas, il y a des pièges. Et les pièges, en fait, c'est des choses que vous n'avez pas guéries, c'est vos faiblesses, vos blessures. Et en fait, tu veux aller à ce gâteau, et tu te prends dans les pièges. Tu te fais, je veux dire, couper la jambe, c'est un peu vénère. Mais tu te prends le pied dans un truc, tu tombes, attends, est-ce que je me relève, est-ce que j'y retourne? Et en fait, sur le moment, tu te dis, mais non, je vais pas envie d'y retourner, parce que quand je veux ce gâteau, quand je vais vers ce gâteau, il y a des pièges sur le chemin, pourquoi j'y vais finalement? Mais c'est un putain de gâteau que tu veux vraiment au fond de toi. Tu sais que c'est à toi, c'est pour toi. Tout est noir, tout est sombre, à part ce gâteau-là, tu vois. En tout cas, dans cette pièce-là. Et donc, du coup, bon, bah, tes premiers épisodes psychotiques, aux premières crises spirituelles, je suis tombée littéralement
On m'a un peu sauvée, genre des humains m'ont remis ce sur pied, ils m'ont dit mais non, sors d'ici, parce qu'ils comprennent pas que ce gâteau-là, il est bon pour moi. Pour eux, c'est un gâteau bof, parce que c'est pas leur gâteau à eux, tu vois. Eux, ils ont d'autres gâteaux. Et donc, ils me disent, bah non, sors de là, c'est faux, tout est faux, regarde, c'est ultra sombre, ils voient que les pièges, le fait que je sois tombée, ils se disent, ouais, il y a un gâteau au fond, mais en vrai, on n'est même pas sûr qu'il y a un gâteau, c'est bizarre et tout. Donc c'est normal qu'ils veulent m'en sortir. Donc moi, je suis sortie de cette pièce-là pendant un moment. Donc, je suis partie en dépression parce que j'avais, du coup, le contre-coup de ce qui m'est arrivé, physique, mental et spirituel, j'imagine aussi, un peu. Et quand j'allais mieux à nouveau, en bonne santé, mentalement aussi, bah naturellement, tu retournes vers des choses qui te font envie. Ou alors tu te bloques, tu dis non, 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 et dans ce cas, tu vis de manière frustrée toute ta vie. Voilà. Ou t'as l'impression de vivre à côté de ta vie, de pas avoir fait ce que tu voulais vraiment faire dans ta vie. Voilà. Moi, j'ai fait non, 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 non. J'ai toujours dit que je voulais pas des regrets, des remords, oui, mais pas des regrets. Et donc, je me suis dit, mais ce gâteau, quand même, il me fait kiffer. Et donc là, je suis retournée dans la pièce, mais différemment. Avant, j'y suis allée en mode, ah, trop bien un gâteau. Là, j'étais en mode, ok, mais regarde, tu sais qu'il y a des pièges. Tu sais pas s'ils sont encore là ou pas. Tu sais que le gâteau, c'est suspicieux parce qu'on te dit que c'est pas bon pour toi, et en vrai, tu sais pas s'il est bon pour toi, mais il est beau. Donc, tu sais quoi, tu vas l'analyser, tu vas t'approcher et tu vas voir s'il est vraiment bon pour toi. Et en fait, j'y suis allée pas à pas. Je me suis pris un peu des pieds dans le piège. Je me suis un peu écroulée aussi une seconde fois. Alors, pas au même endroit, mais à un endroit plus lointain, plus proche du gâteau. Mais j'avais un peu ce sourire de me dire, t'inquiète, je sais ce que c'est. Ok, c'est un piège un peu différent, mais je suis déjà tombée. Je sais à peu près comment me relever. Maintenant, je sais mieux me relever qu'avant. Et en fait, je me suis relevée de fou. En gros, c'était, si vous voulez, en gros, je suis scorpion. Mon but, c'est, mon but dans la vie, en tant que scorpion, parce que j'ai au moins 4-5 planètes en scorpion. Mon but, c'est de tomber, d'entrer dans du chaos pour renaître. Et je renais beaucoup plus forte. C'est un peu masochiste, hein, le scorpion. Les transformations qui font mal, qui sont douloureuses, font que tu te transformes, mais genre, de fou, d'un coup, fortement, et que tu gagnes 10 niveaux d'un coup. Il y a des gens, des signes de terre par exemple, des capricornes ou des taureaux, qui eux vont prendre plus le temps. Ils vont gagner un niveau, comme ça. C'est stable. C'est presque reposant. Et il y en a d'autres, c'est les scorpions, ils sont grave intenses. Ils prennent pas vraiment de niveau, ils se rendent pas trop compte. Ils encaissent leur niveau derrière, un peu l'expérience, tu vois. Et là, paf, événement tragique, événement fort, événement intense, potentiellement ils se détruisent pour se reconstruire derrière. Et ils gagnent directement 10 niveaux. Et il rattrape le taureau qui avait déjà 10 niveaux du coup d'avance sur lui à la fin, qui était à 10 niveaux de plus à l'avance. C'est en gros, c'est un peu ça pour moi le scorpion. Et donc du coup, j'étais tombée à terre une seconde fois, je me suis relevée, et en me relevant, là pour le coup, j'ai vraiment senti une force, parce que déjà j'étais en bonne santé. Physique, mentale, ça allait. Spirituel, bof, c'est-à-dire qu'en termes de âme, j'étais pas exactement là où je voulais être, mais je m'approchais, mais j'étais dans la confusion, bref, voilà, ce genre de choses. Donc du coup, j'ai pu me relever et avec une forme de clarté mentale, parce que du coup, le physique, c'est bon. Elle est pas anorexique, mais elle est pas en sous-nutrition, sous-alimentation. Elle est à peu près hydratée, ça va. Donc ça c'est bon. On a pas besoin de s'occuper de ça. Ok. Ensuite son mental, bon, elle a eu des illusions. On va falloir lui dire que du coup, oui, il y a des illusions, mais pas totalement, mais un peu quand même. Donc il va falloir que t'arrêtes de faire de la merde. Qu'on a de bosser là-dessus, ok. Et l'âme, c'est bravo parce qu'en fait, t'es allé là où tu voulais aller. Ok, t'as eu des illusions, t'as eu une forme de trahison pour toi si tu veux, mais t'es allé là où tu voulais aller. L'expérience que t'as faite, en fait, t'as un peu honte vis-à-vis des gens normaux qui vont dire que t'es totalement cinglé, mais t'es heureuse d'avoir fait cette expérience-là, d'avoir vécu ça, d'avoir vu ça, d'avoir ressenti ça, d'avoir entendu ça, parce qu'il m'est arrivé des dingueries pendant cet obstacle, ce piège, on va dire. Et je ne regrette absolument pas ce qui m'est arrivé. Je n'irai pas y retourner, je ne recommanderais pas ce genre de choses très clairement. S'il fallait le refaire, je serais en mode ça me ferait bien chier de le refaire, mais maintenant que je les ai passés, je suis en mode c'est trop bien. Je suis contente de l'avoir fait maintenant. J'aurais préféré le faire avant que ce soit moins intense, mais bon, tant pis. Tant pis. Et je sais que la prochaine fois, s'il m'arrive à nouveau une nouvelle expérience dans ce style-là, elle sera encore plus facile à passer. En fait, elle sera autant transformatrice, mais il y aura beaucoup moins de souffrance, beaucoup moins d'illusions, beaucoup plus de prudence, d'acquisition de compétences et surtout d'expérimentation de compétences dans la matière. Et voilà. Je sais pas trop, désolée si c'est un peu vague, mais voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas eu d'hôpital, il n'y a pas eu de pompiers, il n'y a rien de tout ça, et j'ai pris un hôtel à temps. Voilà. C'est juste que j'ai traîné je suis un peu partie dans le délire aussi. En fait, c'est ça. Quand j'ai pas assez confiance en moi, je suis soumise aux environnements. Je me soumets de moi-même, en fait, aux environnements et à ce qu'il y a autour de moi.
que ce soit la météo, les illusions que j'ai, les peurs que j'ai évidemment. Je me soumets à tout ça et en fait je me fais balloter de droite à gauche. Et en fait ça m'a pris du coup à un moment donné à dire bah non, stop. Et en régénérant, à me dire mais en fait c'est moi qui décide aussi si je veux vivre ces expériences un peu bizarres ou pas. Et voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a fait gagner beaucoup confiance en moi et surtout comprendre ce que je voulais et ce que je voulais pas. C'est la confiance finalement. Finalement, c'est de la confiance. Bon, dernière question. Crois-tu que certains objets peuvent porter une mémoire ou une vibration particulière? Oui, mais c'est moins solennel que ce qu'on imagine. Alors, en gros, mon avis là-dessus, c'est par exemple quand on touche un objet ou qu'on le regarde et qu'on se dit lui, je sens qu'il y a de l'énergie dedans, je vois quelqu'un, je vois des souvenirs et tout. Oui, oui, c'est pas faux. Mais en fait, il y en a partout tout le temps. Déjà des objets qui sont imprégnés, oui. Après, il y a des objets qui vont être un petit peu imprégnés, d'autres beaucoup plus. Voilà. En fonction du temps que la personne l'a touché, a vécu avec, a pensé à cet objet-là, l'a porté, en fonction aussi de l'expérience de la personne, si elle a vécu des choses traumatisantes ou non, si l'énergie est intense ou non, voilà. Bref. Et en fait, il y a des boules d'énergie partout. Il y a des, comme moi j'appelle ça un peu des boules de fumée un peu. Partout, partout, partout. On emporte, on transporte avec nous. On a des énergies d'autres personnes qui sont avec nous, et inversement. Et le but c'est de, comme on dit, de recouvrer son énergie, rappel d'âme. En gros, c'est, rappel d'âme, ça me fait rire parce que ça fait penser à un sort dans un jeu vidéo, mais en gros, c'est de récupérer son énergie. Ça, sans partir dans la spiritualité, c'est facile, hein. C'est quand des fois tu te dis quelqu'un m'a pris mon énergie, tu vois, tu parles, tu lui parles, tu lui parles, et t'as l'impression qu'il te, ou alors il te parle, il te parle, il te parle, ça marche aussi. Et ton énergie, t'as l'impression qu'elle fuite, elle s'en va de ton être, et t'es en mode, oh là là. Ou alors t'es avec un compagnon, une compagne depuis des années, et en fait vos énergies se mélangent, ce qui est normal. Et ne serait-ce que par l'acte physique d'ailleurs. Et ensuite, quand il y a séparation, s'il y en a un qui a réussi, qui s'est rendu compte qu'en fait il veut pas être avec cette personne-là. On va dire Marie et Jean. Voilà. Jean se rend compte qu'il veut pas être avec Marie, tu vois. Il se rend compte qu'avec le temps, il a évolué, il s'est rendu compte de qui il était plus ou moins vraiment, il a avancé sur son chemin de vie, et il se rend compte que Marie, en fait, ne lui convient plus. Parce qu'à l'époque, il lui convenait parce qu'il avait, par exemple, une blessure d'abandon, voilà. Et qu'il l'a guéri entre temps, et qu'il se rend compte que maintenant, il a plus besoin de Marie pour combler ses blessures d'abandon, parce qu'il veut une personne qui est plus complète comme lui, parce qu'il a avancé, et donc il veut une personne qui est plus avancée. Genre, il est passé de niveau 20, et Marie est restée niveau 10, par exemple. Donc lui, il a déjà récupéré son énergie parce qu'il s'est rendu compte que, et au fur et à mesure de la relation avec Marie, ben en fait, il a récupéré son énergie. Et c'est là où Marie va sentir que c'est bizarre, je sens que mon Jean, il s'éloigne de moi, je sais pas, je le ressens. Dans les faits, il y a rien vraiment de différent, mais elle ressent une forme de distance, une forme de manque, et elle, ça active quoi? Ça active ses peurs à elle, hein, potentiellement, peur du rejet, de l'abandon, de la trahison, de ce que tu veux. Et en fait, du coup, lui, il a récupéré son énergie, puis il dit à un moment donné, bah Marie, voilà, je veux qu'on se sépare et tout. Bon, ils se séparent, Marie et Jean se séparent. Jean, il est content, hein, Jean, il fait sa vie, bon, il est là pour Marie si elle a besoin d'aide, parce que, bah, malgré tout, c'est une personne qu'il apprécie et tout, mais, bah, lui, il continue sa vie. Il devient de plus en plus épanoui, il va de plus en plus vers les choses qui l'animent, il va vers le soleil, il va pas s'amuser à rester dans l'ombre, il n'y a aucun intérêt de rester dans l'ombre. Marie, par contre, elle est dans l'ombre, du coup. Marie, elle est un peu dans l'ombre, et en fait, elle a encore son énergie qui est avec Jean. Elle a pas récupéré son énergie parce qu'elle n'a pas évolué encore. Elle est encore dans le sens où elle comprend pas pourquoi il est parti, mais il a changé ou pas, mais moi j'aimais bien parce qu'il me comblait tellement, tu vois. Et ben, la seule façon, c'est quoi? De quoi? D'aller pardonner Jean? D'aller casser la voiture de Jean? De critiquer Jean? D'aller rencontrer plein d'autres mecs pour remplacer l'énergie de Jean? Non. Enfin oui et non. La solution c'est de d'évoluer, d'avancer sur ton chemin. De pardonner, oui, non pas pour Jean, parce que Jean en soit voilà, mais pour toi. Te rendre compte que bah il a évolué, qu'en fait c'est une bonne chose pour lui, bravo à lui. Du coup toi tu t'en veux de pas avoir évolué, c'est pas grave, t'as tout le temps. Maintenant tu peux prendre soin de toi, c'est pour ça qu'on dit prends soin de toi, pense à toi. Bah oui, parce que là c'est le but, c'est que toi t'évolues et que t'avances. Pour que tu puisses aussi recouvrer ton énergie, retrouver ton énergie. Et dans ce cas-là, bah... Et plus tu vas vouloir retrouver Jean, plus lui, il va ressentir l'énergie de Marie
qui va forcer vers lui, alors que lui, il en veut pas ton énergie. Et lui, il veut te la rendre, l'énergie, mais ça marche pas comme ça, en fait. C'est toi qui vas récupérer ton énergie chez l'autre. C'est pas l'autre qui va te donner, il va essayer de te donner de l'énergie en disant, bah voilà, c'est ton énergie, donc moi, voilà, je suis désolée, moi, je me sens bien maintenant comme ça, je t'apprécie, t'es une belle personne. Il va essayer de te faire comprendre qu'il faut que t'évolues, en te donnant tes qualités, en te montrant tes faiblesses, en te donnant des conseils, pourquoi pas, en te guidant si possible. Mais s'il y a un lien affectif, il va se rendre compte qu'il ne peut pas faire ça. Parce que sinon tu risques de tomber à nouveau amoureuse de lui, ou au contraire ça va te faire du mal plus qu'autre chose. Donc il peut pas non plus être trop dans ce rôle-là. Et si tu l'insultes de tous les noms, il va se dire bon bah il va pas non plus t'insulter en retour, parce qu'il va se dire mais ça sert à rien. Parce que lui il va aller vers la lumière, il veut pas aller vers l'ombre déjà. Et ensuite ça va pas t'aider toi, s'il rentre dans ton jeu et qu'il t'insulte aussi. Donc en fait une personne qui est vraiment libérée et qui avance correctement sur son chemin et qui est déjà à un bon niveau, entre guillemets, c'est une personne qui va vouloir fondamentalement le bonheur de l'autre, et qui va prendre du temps pour son deuil, parce que ça reste une forme de deuil évidemment, puisqu'en fait l'énergie de Jean est partie de Marie, donc c'est une forme de deuil littéralement. C'est à nouveau un vide en elle. Quand on dit qu'on a un vide depuis que l'autre personne est partie, c'est ça aussi. C'est qu'il y a plus l'énergie de Jean pour combler son vide. En fait, c'est parce que c'est à elle de combler ses propres vides. Et quand tous ces vides sont comblés, qu'elle n'a plus de manque, ou alors que c'est des manques tout petits, tout légers, là, elle peut aller avec quelqu'un, trouver quelqu'un qui est comme elle, qui n'a pas de manque, parce qu'elle va se rendre compte si l'autre personne a un manque aussi, elle va dire, oh là là, c'est chiant, mon énergie, c'est d'abord pour moi et après pour l'autre, tu vois. Donc elle va vouloir une personne qui est comme elle, qui va être évoluée aussi, et les deux vont vivre l'un à côté de l'autre. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment de fusion en soi. On va s'échanger quand même nos énergies, mais on va pas combler les manques de l'autre. On comble pas les trous de l'autre. Voilà. Donc avant de vous mettre avec quelqu'un, ben changez, ne soyez plus un emmental ou un gruyère, je sais jamais. Voilà. D'abord comblez vos trous, et quand vous êtes un bon fromage de chèvre là, bien frais, bien rempli, là vous mettez à côté d'un autre fromage. Là ça marche. Ouais, ça fait penser à un gruyère, j'arrête pas de dire des trous, combler des trous, je vois un gruyère moi, donc enfin emmental, un gruyère, c'est pas, y a pas vraiment de trou. Et pourquoi je parle des objets? Bah oui, parce que oui, en gros, il y a de l'énergie partout, on en transporte avec nous, il y a des objets qui ont de l'énergie. Après, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, puis il y a des gens qui vont dire, moi, je porte pas des bagues de ma grand-mère parce que je ressens les énergies et que ça me met mal. Oui, mais c'est pas parce que c'est maudit ou quoi, c'est juste que, ouais, c'est chiant. C'est un peu comme si t'étais proche d'une personne, il y a une personne qui vient te voir, et elle est dépressive, elle est en colère, elle est aigrie, tu vois. T'es en mode, c'est pas un démon, la personne en soi, c'est pas un démon, hein. C'est juste que, elle va pas te maudire, hein. Mais par contre, ouais, si tu commences à lui parler, à accepter qu'elle te parle et à vous échanger des trucs, tu vas te dire, putain, elle me pompe de l'énergie. Bah ouais, parce qu'elle est chiante, en fait. C'est juste ça. C'est juste ça. Pareil pour les spectres. Donc, en gros, les défunts qui sont bloqués. Les êtres vivants qui sont bloqués aussi. Donc, j'appelle ça des zombies dans mon jeu. Des gens qui vibrent mal, qui vibrent à l'opposé de ce qu'ils devraient vibrer. Des gens qui sont à l'opposé de leur chemin de vie, ce genre de choses. Voilà. Moi, j'appelle ça des zombies. Les gens comme ça, mais qui sont morts. Donc, les défunts, j'appelle ça des spectres. Et pour moi, les esprits, donc les guides, donc vraiment les pures âmes, pour moi, il y a pas de choses négatives. Ils peuvent pas dévibrer, pas possible. Impossible. Par contre, si vous avez pas de connexion avec un guide qui n'est pas le vôtre, par exemple, que la connexion n'est pas encore établie, tu vois, c'est comme si c'était un numéro inconnu qui vous appelle. Vous avez un petit moment de flip, un moment d'appréhension, vous dites c'est quoi ce truc-là? À tout moment, tu vois, c'est les peurs qui parlent, quoi. Et quand tu décroches, tu vois si effectivement c'est une personne qui va t'insulter au téléphone, donc ce n'est pas un guide, ou si en fait ça va te faire peur parce que c'est une présence qui est puissante, qui est forte, qui est inconnue, et il faut s'ouvrir à l'autre, donc au guide de l'autre personne, pour se rendre compte que ah non, ça va en fait. Mais déjà il faut avoir l'envie. Il faut avoir l'envie de se dire mais il y a moyen de parler avec des guides qui ne sont pas les nôtres. Sinon ils vont pas forcer, si c'est pas dans votre fiche de personnage, si c'est pas un truc que vous voulez dans votre vie, vous allez pas le vivre, quoi. Ça, c'est une manière générale. Si c'est un truc que vous voulez pas vivre, vous allez pas le vivre. Si c'est un truc positif, mais que vous ne voulez pas vivre, vous n'allez pas vraiment le vivre. Voilà. C'est plutôt ça. En tout cas, en expérience spirituelle. Sur ce fut long. Je me disais que ça allait être assez court parce que j'ai commencé à répondre aux questions rapidement et finalement, c'est très très long. Je vais quand même faire un tirage de cartes.
Parce que plus c'est long, plus c'est bon. Soi-disant. Soi-disant. Non pas que je ne sais pas, mais... Je vais dans Star. Je vais prendre une carte. Une carte parmi toutes les cartes, et je sais pas trop. Je pourrais faire avec une chanson, mais j'ai la flemme. Donc je vais prendre une carte. Peut-être que je vais la mettre en image d'épisode. Ce serait drôle. Je pense. 56. Oh, si c'est un lieu... Non, c'est pas un lieu. Je sais pas ce que j'ai avec les lieux. Je râle à chaque fois, puis quand je lis, je me dis en vrai, ça va. Je m'amuse plus avec les forces et les faiblesses. 56. Oh, mais c'est dingue, hein. Je l'ai vu il y a pas longtemps, en plus, épreuve d'aura de stabilité. Je crois que j'ai vu la force récemment. Aura de stabilité, niveau 3, donc c'est une épreuve, hein. Chaos. Tu es face à une crise majeure qui menace de briser ton calme. Concentre-toi sur l'instant présent et garde ton énergie pour agir avec discernement. Aura de stabilité qui est une aptitude à maintenir son calme et à apaiser ceux qui l'entourent. Je vois pas forcément un chaos, hein, non plus. C'est beau. Il y a des ailes. La sérénité. Je saurais même pas quoi dire. J'ai sorti la carte, mais je saurais même pas quoi dire. C'est dingue, ça. Là, pour le coup, il y a peut-être une épreuve. Il y a peut-être un moment où vous vous sentez un peu instable. Pourquoi pas. Mais moi, là, je bug vraiment sur les ailes à droite et à gauche de l'icône. Donc pour moi, c'est beaucoup plus une question de... Je suis chiante avec ça, hein. Mais il y a la foi, ouais. En fait, j'ai un Gugus, là, qui a une petite flamme en lui, donc c'est la foi. C'est sa connexion, c'est son âme. C'est sa connexion avec le tout. Le cadre vert, c'est... Donc là où il y a l'image, l'icône en lui-même, c'est la réalité. Donc c'est le monde. C'est votre vie actuelle, par exemple. Donc vous avez la pierre en dessous de la roche. Donc c'est, par exemple, votre maison. Pourquoi pas votre famille, tu vois, des choses stables, durables dans votre vie, vos croyances, vos envies et tout. L'aura qui est autour de vous, c'est littéralement votre âme qui illumine, donc votre taux d'épanouissement. Plus c'est lumineux, plus c'est rond, plus c'est solide presque un peu, hein. C'est un beau rond, bien lisse, bien nickel. Plus vous êtes épanoui. À l'inverse, moins c'est rayonnant, moins il y a de lumière, moins il y a de défense aussi, parce qu'on voit qu'il y a des petits pics au niveau de l'aura en fait, hein, parce que l'aura c'est pas juste bienveillant, tendre la joue à n'importe qui, hein, non, c'est aussi préserver ses limites. Les pics sur l'aura, c'est vraiment la limite, c'est je préserve mes limites. Ceux qui s'approchent trop et qui veulent piquer ou qui portent atteinte à mes libertés, par exemple, à mon épanouissement, hop, ça les pique. Non, c'est se dire non. Là, tu me saoules, non, stop. Et derrière, il y a l'aura, vraiment la chaleur, la bienveillance, la joie, le bonheur que vous pouvez transmettre, l'aura de stabilité que vous pouvez transmettre aussi. Donc voilà. Le Gugus, c'est vous, du coup, avec la capuche, puisque ça pourrait être n'importe qui. Et après, il y a le monde. Voilà, après, c'est vide, donc c'est vraiment le monde... tout ce que vous pouvez matérialiser, tout ce que vous pouvez faire. Vous avez votre socle, vous avez votre âme, votre foi, votre joie, votre aura, et votre corps. Et let's go, quoi. Et autour, dans ces deux ailes, normalement, il y a un petit Gugus avec une épée. Mais en fait, pour moi, quand je vois les ailes, c'est vraiment le côté invisible, les guides, tout ça. Pas forcément des anges, hein, pour le coup, il y a de tout. Mais la puissance qu'on peut avoir sur Terre, ouais. Ouais, la puissance qu'on peut avoir sur Terre, parce que c'est une expérience que les esprits ne peuvent pas avoir puisqu'ils sont désincarnés. Donc faut profiter vraiment de cette matérialisation du fait qu'on puisse concrétiser des choses, qu'on puisse créer littéralement dans la matière des choses. Qu'on puisse faire avancer une civilisation, l'humanité, une planète, l'univers aussi, de manière générale. On peut vraiment créer des choses et évoluer, s'élever. En termes d'humanité, j'entends. Nous, individuellement, mais en fait, ça, automatiquement, vu qu'on est unis à tous, on fait évoluer l'humanité de manière générale. Et donc, l'humanité, donc c'est une espèce parmi d'autres, donc on fait évoluer l'univers. On fait avancer. En apprenant et tout. Ouais. Et le petit Gugus là devant avec l'épée, normalement c'est censé être vous, non, en vrai, mais là c'est plus, c'est assez marrant. C'est pas, c'est un peu, moi je vois Apollon parce que c'est Apollon, mais c'est un peu genre un guide que vous avez, un mentor esprit, tu vois, pas incarné.
un mentor qui vous regarde. Ouais, Jacques a une croix pas loin, mais pour moi c'est pas un défunt. Ça peut être un défunt, on va dire, mais pour moi c'est pas un défunt. C'est en gros un esprit, donc il a recouvré toute son âme. Il n'est plus dans la phase d'incarnation et de désincarnation, tu vois, il est dans une phase de purement esprit, donc libre, entre guillemets, ou alors guide, comme il veut. Et il vous regarde en mode, ouais, voilà, c'est bien, ouais. Un peu comme un prof, tu vois, un prof qui regarde de manière un peu... il a, là, il a une épée, mais c'est comme s'il avait la baguette ou le bâton pour montrer au tableau, tu vois. En mode, ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Comme un entraîneur d'épée à une main si vous étiez dans un jeu RPG, enfin, votre entraîneur en gros, un peu, un de vos entraîneurs qui vous regarde de loin en mode c'est pas mal. Il a pas trop d'affect avec vous, tu vois, c'est pas non plus un papa ou un frère, mais c'est un peu le mentor, votre professeur, votre entraîneur, qui vous regarde de temps en temps et qui dit bon, allez là ça passe. Et après il va faire sa vie, hein, il est pas tout le temps à côté de vous. Donc c'est assez drôle, j'aime bien. Voilà, voilà. Bon exemple de entre ce que j'ai lu, donc j'ai lu la carte 56 et ce que je vous dis ensuite, le message, vous voyez que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc là, c'est une dernière chose pour ceux qui veulent commencer à tirer des cartes ou qui en tirent déjà. Si vous n'arrivez pas, vous n'y arrivez pas et vous aimez pas plus que ça, tu vois. Si vous n'arrivez pas à voir les messages uniquement avec des images ou à vous éloigner d'un texte, si pour vous, vous tirez une carte, c'est le texte et point barre, tu vois. Ne vous inquiétez pas. L'univers en a conscience. Les guides en ont conscience. Donc ils vont vous faire tirer des cartes où c'est le texte qui est important et pas le reste. Si vous êtes voué d'une manière ou d'une autre à élargir votre pouvoir, entre guillemets, votre compétence, et à apprendre, entre guillemets, ou à réapprendre, à ressentir, non pas que en lisant, mais aussi via l'image, vos émotions ou autres, là par contre, on va vous faire tirer des cartes où ça va être le texte qui va être important, et des fois, il va y avoir aussi des détails en plus avec l'image, avec votre ressenti, voilà. Donc là, vous allez avancer dans une forme de transition, où vous allez augmenter votre compétence, enfin plutôt la rendre pluridisciplinaire. Vous allez pouvoir lire le texte, mais aussi l'image, mais aussi le ressenti, mais aussi la vision dans votre tête, etc., etc. Et si à l'inverse, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, mais si à l'inverse, vous avez du mal avec du texte et pour vous, c'est uniquement l'image qui vous parle, ne vous forcez pas à essayer de comprendre le message qu'il y a dans le texte. Il n'a peut-être juste pas. Vous pouvez le lire une fois, deux fois, vérifier, bon, il y a rien qui vous vient, il y a rien qui vous vient. Vous, c'est l'image. Uniquement l'image. Ou la musique qui arrive à ce moment-là, ou tu vois, peu importe. En gros, allez là où on vous tend la perche un peu. Vous pouvez toujours vérifier le reste, pour être sûr, on sait jamais, mais allez là plus fortement où on vous tend la perche. Bon allez sur ce, à la semaine prochaine pour l'épisode 9. Et je suis déjà fatiguée alors que c'est le matin. Bah ça promet. Allez, à plus.